dernier projet que j'avais sorti a pu générer 700 000 à peu près sur quelques mois. Quand un artiste se rappe, il a fait son morceau. En réalité, il a fait que 20% de son travail. Que c'est pas seulement en faisant de la bonne musique qu'on va réussir à la faire écouter. Avec une fanbase de 1000 personnes, tu vis très bien de ta musique. Okay. Moi, je pense que quand t'es rappeur, il faut parler de toi avant de parler de ta musique. Le seul moyen de pas réussir dans l'industrie de la musique, c'est d'abandonner en réalité. À l'heure actuelle, c'est plus forcément indispensable pour un artiste d'avoir une maison de disques ou un label. C'est tout à fait possible de faire ta com et ton marketing full réseaux sociaux et ramener du stream. Tu peux rarement avoir une attente alors que t'es personne. C'est ça. Je disais, mais en fait, sortez vos sons, c'est bien, et défendez-les en fait après. Tu vois. Carrément. Dans le fait de faire du son, dans la promo, le marketing et tout, c'est vraiment en faisant que tu deviens meilleur. Tu vois. On voit que toi, au bout de 3 projets, t'es presque déjà à 1 million de streams, quoi. Ok, alors bienvenue à tous pour cette première vidéo, ce premier podcast de Moment Rap. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yuho. Yuho, comment ça va, frérot ? Ça va, tranquille, et toi ? Ça va super. Alors aujourd'hui, je suis super content d'être avec Yuho pour ce premier podcast parce que c'est tout simplement un artiste qui est passé de 0 à 2 millions de streams depuis chez lui en totale indépendance sans aller au studio. Donc c'est quelque chose de super intéressant que tu aies pu réussir comme ça tout seul en fait, sans l'aide de major, etc. Et c'est sympa parce qu'on va pouvoir décomplexifier le domaine de la musique, comment on commence le rap, comment on peut vivre de sa musique en solo. Donc forcément, je vais t'interviewer, je vais te poser des questions, on va parler industrie musicale, industrie du rap, on va parler marketing, comment commencer à se créer une fanbase, à générer des streams, comment commencer à débuter dans le rap quand on n'y connaît pas grand-chose, etc. Pour commencer, je te propose de te présenter. D'où t'es parti, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu fais maintenant, un peu ton parcours, etc. Ok, bah c'est parti. Du coup, alors moi c'est Yuho, donc j'ai commencé la musique à peu près il y a 4 ans. Donc en 2019, à ce moment-là j'étais au lycée, donc j'étais sur la fin, j'étais en terminale, sûrement l'été entre la première et la terminale. Donc j'ai commencé la musique comment ? En fait il y avait un espèce de concours dans ma ville justement autour de la musique et tout. Et donc je me suis dit il y a moyen qu'en faisant un freestyle je remporte le prix et tout. Et finalement j'ai vraiment remporté le prix. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un truc à faire là-dedans, etc. Mais j'étais vraiment nul à l'époque et tout. Et j'allais au studio, en fait. Je suis quand même allé au studio une ou deux fois. Les premières fois, ouais. Voilà. 1 ou 2 fois, je suis allé au studio au début. Donc voilà, j'ai raqué. Hein. Franchement, c'était peut-être 100 balles les 3 heures avec le mix et tout. Et donc, au bout de 2-3 fois, je me suis renseigné, etc. Moi, je voulais continuer à faire du son. Mais niveau financier, si je continuais à payer 100 balles à chaque fois, ça allait pas le faire. Ouais, ça passait plus. Ça passait plus. Donc il y avait possibilité de faire un peu de son sur son téléphone, il y avait des trucs et tout. Et il y avait aussi possibilité, donc moi la chance que j'avais c'est que je parlais anglais aussi. Donc il y avait possibilité en se renseignant sur plutôt le YouTube américain et tout, de s'acheter du matos et de faire son son chez soi. Quitte à perdre un petit peu en qualité par rapport au matos du studio, qui peut être à plusieurs milliers d'euros, etc. Mais pour commencer, s'entraîner, faire le truc chez soi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un premier micro en USB direct, donc vraiment un truc pas ouf. Vraiment, c'était 70 balles, je sais plus exactement la marque, etc. Mais ça faisait le taf, ça capturait bien le son. Par contre, t'avais pas de retour dans ton casque, donc tu devais un peu imaginer à quoi allait ressembler le son, tu vois, quand tu posais. Donc j'ai posé quelques sons comme ça, j'ai posé mes premiers sons, et justement, en fait, j'ai construit un premier projet, tu vois. Genre directement, je me suis dit, tiens, je vais faire un projet, parce que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sons, et j'avais beaucoup d'idées différentes. Et du coup, j'avais de la matière à sortir un projet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant toute l'année 2020, toute la première année où je faisais du son. Donc ça, c'était avant que tu participes au concours de freestyle ? Non, justement, le concours de freestyle, c'était la première fois que je freestylais. Donc tu t'étais entraîné déjà avant de commencer en fait, j'avais pendant 3 jours, une fois qu'ils ont annoncé le concours, pendant 3 jours, j'ai écouté des sons, j'ai essayé de trouver des flows, j'ai vraiment... Donc en fait, tu t'es inscrit au concours sans jamais avoir commencé. Ah ouais, d'accord, avant, ok. Ouais, sans jamais avoir rappé avant. Et donc j'ai écrit mon premier freestyle à l'aide de mes potes, etc. Ouais. Et donc j'ai posé le freestyle, c'est passé. La concu était un peu nulle, hein. Je viens d'une petite ville, etc. Donc c'est passé, au final, on a ambiancé le truc et tout, et on a remporté, c'était une enceinte JBL ou un truc comme ça. Ouais. Et après ça, du coup, je suis allé au studio 1 ou 2 fois. Parce qu'avec l'enceinte JBL, ils nous offraient une session studio. Sympa.
j'ai fait cette session studio-là, j'en ai fait une deuxième que j'ai payée de ma poche, et après, je suis plus jamais retourné au studio, en vrai, depuis ces 4 ans. Ouais. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai bossé un petit projet, justement, avec mon micro chez moi, etc. Donc ça, c'était mon premier projet, en plus, qui est toujours disponible sur les plateformes et tout. C'est celui, si vous allez sur les plateformes avec la cover orange, là, donc c'est vraiment depuis chez moi et tout. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai bossé ce projet-là pendant toute l'année 2020. J'ai sorti quelques morceaux de ce projet-là en avance, un petit peu pendant l'année 2020, parsemés sur SoundCloud, etc. J'étais pas forcément encore sur les plateformes, je savais pas du tout comment faire et tout. Donc pour rappeler, SoundCloud, en fait, c'est une plateforme de streaming gratuite où tu peux upload tes morceaux sans forcément passer par un distributeur. Et c'est hyper accessible, quoi. On va dire. Ça, c'est comme si tu allais sur YouTube ou TikTok, il y a un bouton upload, tu mets ta piste de musique et tu l'uploades. Il y a énormément d'artistes aux US qui ont percé comme ça en plus. De ouf. Parce qu'en fait, au début, c'est assez. On peut avoir peur en se disant comment on fait pour être sur Spotify, est-ce qu'il faut un label, est-ce qu'il faut machin truc. Donc on sait pas vraiment. Donc j'ai commencé comme ça, un peu comme tout le monde. Hein. Et j'ai posté quelques morceaux et le morceau, il a un petit peu tourné. Des peut-être 6-7 au bout de 6-7 morceaux que j'ai postés, il y en a un qui a un peu tourné et à partir de là, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, peut-être une dizaine de personnes, parmi eux des artistes qui voulaient collaborer, etc. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai fait un petit peu mon réseau, ce qui m'a permis de sortir le premier projet 1 an plus tard, tu vois. Ok, donc le premier projet que tu as posté sur SoundCloud, du coup tu faisais un son par son. Ouais, en gros, je postais un son par son. Donc il y avait 6-7 sons sur SoundCloud. Ouais. J'ai repris les 3-4 morceaux qui avaient le mieux marché sur SoundCloud et je les ai rajoutés avec des inédits sur un premier projet. Et du coup là, tu as essayé de faire un peu une com autour de ces premiers morceaux sur SoundCloud ou c'était juste des premiers essais pour tes potes? C'était des premiers essais et la com, elle était vraiment nulle. Mais il y avait une com quand même, c'était qu'en fait, j'envoyais mon morceau en DM à tous mes potes et d'accord. Mes potes, à des autres gens que je connaissais pas, etc. En leur disant va écouter, tu vas choquer et tout, alors que franchement le niveau était pas ouf. Ouais. Mais le but c'est de mettre le pied dans les plats de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc je commençais, c'était ça ma première com, et à partir de là, j'ai eu quand même quelques réponses et justement des gens sont tombés sur mon son. Ok. Un de mes sons. Et à partir de là, j'ai pu rencontrer des beatmakers, des ingés, principalement via Discord. Donc Discord, c'est une application sur Internet qui permet de discuter avec d'autres gens selon le domaine où t'es et tout. Et donc t'as pu rejoindre des groupes Discord comme ça de fil en aiguille. C'est ça. Donc en fait, ton réseau, tu l'as constitué essentiellement sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'envoyais des messages donc à tes potes, à des gens que tu connaissais pas forcément pour qu'ils écoutent tes morceaux. Et au final, c'est revenu comment dans les oreilles de personnes qui sont professionnelles dans le milieu de la musique? Comment t'as fait un peu pour te constituer ce réseau-là? Les personnes professionnelles dans le milieu de la musique, là, parce que je vais continuer un petit peu à te raconter mon parcours, mais ça vient un peu plus tard. Ok. Parce qu'au début, on est vraiment entre amateurs en fait. Donc les personnes avec qui je suis dans des groupes Discord, les personnes avec qui je discute sur Insta, etc., c'est des amateurs comme moi finalement. Ouais. Au début, tu t'es créé un entourage qui te ressemblait, on va dire. Qui me ressemblait, voilà. Les beatmakers étaient... j'étais un rappeur pas ouf, les beatmakers étaient des beatmakers pas ouf. Tout le monde commençait en fait. On avait quelques mois d'expérience tous. Et puis on se boostait, on voulait travailler, faire du son, etc. Et donc à partir de là, quand j'ai sorti mon premier projet, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser justement à comment poster sur les plateformes, comment vouloir faire son marketing, parce que maintenant ça va sortir sur les plateformes, donc on peut déjà essayer de toucher un auditoire un peu plus large que sur SoundCloud. Bon, sur SoundCloud, pas tout le monde a, etc. Donc t'envoies un message à quelqu'un en lui disant déjà faut que tu télécharges l'application, que tu te fasses un compte et maintenant que t'écoutes, alors que sur Spotify faut juste que la personne ait envie d'écouter tout simplement. Ouais. C'est ce que je faisais quand je faisais du son. Moi c'est pareil, j'avais tout mis sur SoundCloud avec mes potes et on envoyait le lien à nos potes proches quoi, et ils avaient le petit message pop-up, télécharger l'appli, donc il fallait qu'ils téléchargent, qu'ils retapent le nom et tout. C'était un peu long pour écouter au début, c'était galère pour le son. Vraiment. Donc on a voulu, donc on s'est renseigné, j'étais avec d'autres artistes etc. Que j'avais rencontrés. On s'est renseigné sur comment poster sur les plateformes. Donc on est passé par la plateforme DistroKid au début. Donc DistroKid, c'est une plateforme en ligne qui permet justement, comme je l'explique justement dans la formation là qu'on est en train de tourner, qui permet justement de publier ces morceaux un peu à la même manière que SoundCloud, et eux ils vont récupérer ton morceau et justement
le distribuer sur différentes plateformes, etc. Ouais. Comme le ferait justement une major ou un label. Sauf que là, c'est un abonnement à l'année qui permet de le faire en illimité. Et donc, j'ai commencé comme ça. Sachant que c'est hyper accessible, DistroKid, vraiment. Ouais, c'est hyper N'importe accessible. qui fait un morceau, tu vas sur le site, tu t'inscris, tu prends ton abonnement, il est pas super cher. Je crois que c'est le plus petit abonnement vraiment pour commencer. Je crois que c'est 20 € l'année. Ouais, c'est ça. Poster des morceaux en illimité. Ouais. Donc, Et t'as SoundCloud du coup, t'as Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, t'en as plein, c'est ça. Napster, etc. Et ouais, pour se mettre sur les plateformes, c'est vraiment sympa. En C'est indé. ça, de ouf. De ouf. Et donc, en plus, ils prennent pas de pourcentage. Donc ça, j'avais bien aimé directement, moi qui kiffe les artistes indés et tout. Bah, j'ai vu pas de pourcentage. 20 €, moi j'avais pris peut-être l'abonnement à 30 € l'année parce que je voulais sélectionner des options en plus. Mhm. Et j'ai commencé à publier et à me renseigner du coup sur le marketing. Une fois que c'était en route, qu'ils m'avaient confirmé que ça allait sortir telle date, etc., bah, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire un clip ? Est-ce qu'il faut faire... Donc là, on va dire que t'as déjà fait ton premier projet SoundCloud. Ouais. Là, ça fait combien de temps que t'as commencé la musique à ce Là, moment-là ça où fait vraiment tu un an que j'ai commencé la musique. Ouais. Donc, mon premier son, il est sorti peut-être un mois après que j'ai commencé la musique. Ouais. Un mois après ce fameux concours. Voilà, un mois après ce fameux concours, je sortais mon premier son sur SoundCloud. Ok. J'ai continué à faire des sons, à m'entraîner. Et quand j'ai senti que j'avais un truc cool à mettre sur les plateformes, je crois que c'était un 7 titres. J'avais 7 titres. Ok. Vraiment Un cool bon petit EP quoi. un Ouais. petit EP, voilà. Et ben là, j'ai commencé justement à poster sur les plateformes un an après que j'ai commencé la musique. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur le marketing parce que à l'époque, j'avais peut-être réussi à trouver 100 mecs qui écoutent mes sons sur SoundCloud, tu vois. Donc on était vraiment pas beaucoup. Mais ça fait une petite fanbase. Ça fait une petite fanbase. Tu commences, t'as 100 mecs qui écoutent ton son, c'est Voilà. au moins ça prouve que quand tu commences, tu peux réunir quelques fans, même si c'est pas beaucoup, tu peux vraiment Voilà, en même partant sans de promo, zéro. hein, là, j'étais voilà. vraiment sans promo. Après, tu verras quand je vais t'expliquer justement la promo, etc. Tu verras que tu peux atteindre des chiffres un peu plus hauts. C'est clair. Si tu sais un petit peu ce que c'est la promo. Parce que c'est sûr qu'envoyer ton message à des gens, leur demander d'écouter et tout, déjà, premièrement, ça peut être mal perçu. Et deuxièmement, il faut le faire pour chaque personne. Donc, Voilà. pour faire 100 mecs, il te faut peut-être un mois, tu vois. Donc, c'est galère. Et c'est ce que j'arrête pas de dire sur mon moral, genre arrêtez d'envoyer vos sons et de dire écoute mon dernier freestyle la famille en DM machin. Ça tu le fais au tout début quand t'envoies à tes potes comme a fait Yuo. Après c'est terminé quoi. Tu peux pas baser ton marketing sur C'est ça. clair. Faut aller plus loin, faut se former. C'est C'est voilà quoi. C'est tout un travail en amont. On imagine bien que, je sais pas moi quel artiste, mais par exemple prenons PNL qui ont 4 millions d'auditeurs. Ils sont pas les DM, ces 4 Voilà. millions de personnes-là, Voilà. ils auraient jamais eu le temps. Hein. Et pourtant ils ont commencé comme tout le monde. Ils ont commencé comme Ouais. toi, voilà. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça. Donc la promo en Ouais. question, au début, qu'est-ce que c'était ? Donc, quel type de promo sur laquelle je suis tombé ? Après, c'est relatif parce que c'était il y a 2 ans, du coup, l'histoire que je raconte. Ouais. Donc il y a 2 ans, ce qui marchait plutôt pas mal, c'était le playlisting. Moi, c'est la première chose sur laquelle je suis tombé quand j'ai commencé à faire mes recherches en promo, etc. En clair, le principe, c'était qu'il y a des gens qui écoutent des playlists tous les jours sur Spotify. Des playlists avec des moods différents. Moi, la musique que je faisais, c'était une musique un peu cloud, un peu triste, avec des paroles, ou bien du love, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que je recherchais justement les playlists un peu de ce style-là. À l'époque, peut-être, ça pouvait être des playlists où dedans, il y a du Casa, il y a du Clem, justement, et tout. d'ailleurs J'ai- t'as bossé avec Clem, c'est Voilà, fait partie de ton équipe. Un peu plus tard, voilà, dans l'histoire. Bon, là, Ouais, je connaissais pas on en parlera forcément, en temps et en heure, ouais. c'est ça. Je connaissais pas personnellement, mais ouais, donc je cherchais justement ces playlists-là et j'essayais d'être intégré. Donc c'est une méthode qui à l'époque fonctionnait plutôt pas mal. Elle rapportait des streams et tout, donc je sais qu'elle fonctionne toujours un peu maintenant, mais Il faut savoir déjà qu'il y a 3 types de playlists. il y a 3 types de T'as playlists. les playlists algorithmiques, donc qui sont créées par l'algorithme Spotify. T'as les playlists des auditeurs comme toi et moi qui peuvent créer des playlists à leur nom. Et puis t'as les playlists créées par Spotify et gérées par Spotify et les mecs qui travaillent là-bas, quoi. C'est ça. Donc il y a les playlists vraiment de radio, les playlists un peu... C'est des robots qui gèrent ces playlists-là. Voilà, les playlists algorithmiques. Ça, on n'a pas vraiment de contrôle. Et après, là où tu as plus de contrôle, c'est sur les playlists créées par des usagers ou bien les playlists éditoriales un peu plus tard, quand tu commences à avoir une fanbase, etc. Donc là, c'était plutôt justement sur ces 3 types de playlists. Ce que je visais, c'était par les usagers parce que c'était les contacts les plus faciles que je pouvais trouver. Et ce que je faisais, c'est que généralement, je contactais cette personne-là qui était en charge de la playlist. Et des fois, soit moyennant un petit paiement
ou justement gratuitement si c'est vraiment un passionné, etc. Et ben j'arrivais à m'incruster dans cette playlist là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'était une méthode qui commençait à rapporter des streams, mais pas forcément une fanbase. Ok. C'est-à-dire que t'avais le droit, par exemple, à 2 semaines d'exposition sur cette playlist-là. Donc les gens, tu les trouvais, ils laissaient leur Instagram dans la bio de la playlist. Exactement. Ouais, c'est ça. Dans la description de la playlist, généralement, ils laissent le contact. Et puis, tu peux contacter et discuter, montrer ta musique, etc. Ok, donc toi, tu te présentais en tant que rappeur qui venait de sortir un morceau. Tu présentais un peu ton domaine, etc., ta DA, et puis... C'est ça. Je me présentais en tant que rappeur qui venait de sortir un premier petit EP. Je leur donnais directement le morceau qui convenait le mieux à la playlist. Vraiment un truc, faut que ça soit ciblé. Là, si c'était une playlist de love, je leur donnais le morceau le plus love de mon projet. Ouais. Et après, je voyais justement comment on pouvait s'arranger. Il y a même des gens qui m'ont proposé qui m'ont donné leur tarif au début et qui, peut-être après avoir écouté le son ou un peu de discussion, m'ont fait rentrer quand même gratuitement dans la playlist. Parce que voilà, ils voulaient me donner un petit coup de pouce, etc. Et que j'avais pas forcément les moyens au début. Ouais. Ça, c'est sympa parce qu'en discutant avec les gens dans le domaine de la musique, même juste des passionnés qui font des playlists, bah eux, ils sont pas trop businessmen, on va dire. Donc pour les prix, ils savent pas trop au début. Ouais. Je pense qu'au début, ils se rendaient même pas compte qu'ils pouvaient faire de l'argent avec ça, tu vois. Bien sûr. Donc je pense qu'en discutant avec eux, tu peux déjà réunir tes premiers streams sans investissement, du coup, juste avec le réseautage. Ouais, c'est ça. Ça peut être sympa, quoi. Genre. C'est ça. Toi, on va dire sur ta première sortie, juste avec ces playlists-là, au niveau chiffres, enfin, tu nous en parleras un peu après, je pense, mais t'as réussi à chiffrer comment? Genre sur ta première sortie, par exemple, ton premier morceau, il était basé essentiellement sur ça, quoi. Ouais. Bah, je réfléchis. En fait, je réfléchis juste pour vérifier s'il y avait que du playlisting. Ah oui. Si j'avais trouvé peut-être un autre truc en plus, en complément. Je sais que j'avais trouvé aussi du playlisting entre guillemets YouTube. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes YouTube un peu communautaires qui postent des morceaux aussi, donc c'est un peu le même principe. Autour d'une thématique, ils vont poster des morceaux d'artistes, etc. Donc en fait, justement, là, j'essayais d'avoir un maximum d'exposition et pas forcément de la fanbase, tu vois, au début. Okay. C'est vraiment que des gens écoutent ma musique. Ouais. Et peut-être avec ces stratégies-là un peu mélangées, etc., peut-être qu'au bout de 2-3 mois, j'avais peut-être 50 000 écoutes ou un truc comme ça, tu vois. C'est bien. C'est déjà énorme pour un début. C'est pas mal. Ah ouais, carrément. Pour un début, c'est pas mal. Et sachant que c'est des méthodes, c'est pas encore les meilleures méthodes dont je vais parler après. Tu vois, dire que c'est pas du bidouillage parce qu'il y a quelque chose derrière quand même, mais rien qu'en commençant, en discutant avec des gens, en ayant 0 € d'investissement, tu fais 50 000 streams. Ouais, c'est super pour un début. Le seul truc que j'avais payé, c'était le micro, finalement, que j'avais branché à mon PC. Et après, le reste, au tout début, c'était vraiment... j'essayais de m'arranger, j'essayais de soudoyer des services, voilà. Est-ce que tu peux me rentrer dans ta playlist si t'aimes bien mon son, voilà, fais-moi confiance, machin truc. Donc, ouais, on avait peut-être fait 50 000 streams au total avec justement ces différents placements à droite à gauche sur des endroits où il y a un peu de visibilité comme les playlists ou des chaînes YouTube. Et à partir de là, donc du coup on passe 1 ou 2 mois où j'avais fait que ça justement, contacter des gens qui ont des playlists, contacter des chaînes YouTube, contacter d'autres artistes, des ingés justement, parce qu'il ne faut pas négliger le côté production aussi. Ouais. Je faisais ma promo, mon marketing, mais à côté, je voulais quand même préparer du encore meilleur son, tu vois. Parce que de base, sur tes premiers morceaux là que t'as sortis, t'as tout fait de A à Z. De base, il y avait juste le mix. Justement, j'avais réussi à trouver un mec sur un groupe Discord qui, bon, le mix, si on le réécoute maintenant, il est pas au niveau professionnel, tu vois. Mais tant que c'est audible. Mais c'était audible et lui, en fait, il avait commencé il y a quelques mois, pareil, à faire du mix. Donc c'était un ingé son vraiment débutant. Ouais. Et il avait bien voulu, justement, pour s'entraîner, mixer mes voix, etc. Et donc j'avais pu faire comme ça. Et pour les prods, tu utilisais, tu prenais des prods sur YouTube. C'est ça. Ouais. Pour les prods, c'était des prods YouTube. Free Type Beats. Je tapais Free for Profit, vraiment. Yes, Free for Profit. La différence entre les deux, pour les internautes, Free for Profit, c'est gratuit pour profit. C'est-à-dire que si tu génères de l'argent, par exemple sur SoundCloud ou les autres plateformes, le beatmaker en question, t'as pas besoin d'avoir des droits dessus, tu peux tout prendre. Free Type Beat, c'est free sur YouTube, mais après tu dois acheter les prods, acheter des droits, il y a plusieurs paliers. Une licence, donc ça peut aller à 30, $40 ou euros. Donc ouais, non, moi je prenais vraiment le gratuit du gratuit parce que j'étais au lycée, etc. Ouais, vraiment. Il y en a plein dans ton cas qui étaient pareils il y a 2 ans. Ouais, c'est ça.
Et du coup, à partir de là, donc on a sorti mon premier projet justement avec des prods YouTube, avec un pote que je m'étais fait ingé qui s'entraînait. Et ça, il y en aura toujours, hein, de toute façon. Pour les rappeurs qui écoutent, etc., il y a toujours vraiment des ingés qui veulent juste s'entraîner sur des voix, trouver des artistes avec qui commencer et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et je recommande vraiment Discord, hein. Même maintenant, c'est vraiment un nid avec des personnes intéressées, des amateurs, des semi-pros qui bossent et qui veulent juste bosser, en fait, tout simplement. Ok, et tu peux nous expliquer juste rapidement comment t'as fait pour rejoindre ces groupes Discord, par quel biais t'arrivais à atteindre ces personnes? Discord, ça marche sur un système de serveurs. Donc, il y a des serveurs tout simplement où tu peux te connecter. Et il y a peut-être en France une vingtaine ou une trentaine de serveurs autour de la musique où tu peux retrouver des milliers de personnes qui sont intéressées ou qui bossent, qui font de la musique. Ouais. Et donc, en cherchant sur Instagram, donc en tapant, je sais pas moi, serveur Discord musique. Même sur Twitter, je pense qu'il y a pas mal de... Sur Twitter, franchement, tu peux trouver un peu partout des liens de serveurs et tout, et c'est des choses qui sont publiques en fait. T'as pas besoin d'une acceptation pour rejoindre le truc. Tu peux juste rentrer, et après tu te connectes dans des appels, ou bien tu écris un petit message en te présentant, machin truc. Et puis tu discutes en message privé avec les gens qui sont intéressés par ta musique. C'est sympa ça, parce que tu pars de zéro et quand t'as besoin de te faire aider, etc. C'est clair. Tu peux atteindre des groupes comme ça, c'est super quoi. C'est clair. En fait, tu peux faire deux choses. Soit tu peux aller sur ces serveurs-là et demander à ce qu'on t'aide sur tes compétences, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien, par exemple, écouter mon son et me donner un avis pour que j'améliore. Oui. Ou bien tu peux faire directement appel à d'autres personnes pour bosser direct sur ta musique, c'est-à-dire en écrivant un petit message du style je suis un petit artiste et j'ai besoin de quelqu'un pour mixer mes voix. Pour l'instant, j'ai pas de budget, donc ça serait plutôt quelqu'un d'amateur ou débutant. Et il y aura sûrement quelqu'un qui va soit t'envoyer un message, ou toi-même, tu vas pouvoir envoyer des messages à des gens. Par exemple, tu peux retrouver des annonces d'ingé, de graphistes qui font des covers gratuitement, etc. pour s'entraîner. Tu as juste à leur envoyer un message et à leur faire croire en ton projet, tout simplement. Ouais, parce que ce qui est sympa, c'est que tu te retrouves avec plein de gens du milieu de la musique qui font pas forcément la même chose, mais qui sont au même niveau que toi en termes de compétences. Et du coup, pour monter, c'est excellent. Tu peux toucher à tous les domaines. Ok, c'est sympa. C'est ça, donc c'est vraiment ce que je recommande. Et du coup, c'est comme ça qu'on rejoint les serveurs. Hein. Franchement, il n'y a pas de secret. Ok. Et du coup, pour reprendre ton parcours, là, on en était au moment où tu viens de sortir ton vrai premier EP sur les plateformes de streaming. Ouais. On a dit que tu avais du coup généré tes premiers 50 000 streams grâce au playlisting gratuit. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu as développé ton marketing sur cet album? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites pour ce premier EP? Alors, pour ce premier EP, donc j'étais un petit peu en retard pour sortir un clip. En fait, je m'en suis rendu compte un peu après, juste avant la sortie. Je savais pas qu'un clip, ça prenait un peu de temps à faire. Voilà, j'avais aucun contact de réalisateur de clip ou autre chose. Et j'ai eu la chance, en fait, de justement tomber sur une annonce d'un réalisateur qui voulait faire un clip pour un artiste indépendant de manière gratuite, mais pour s'entraîner, tu vois. Ok. Donc, toujours le même principe. C'était quelqu'un qui avait pas forcément des compétences hollywoodiennes et tout, mais il était chaud en tout cas. Genre, il voulait bosser et tout de manière gratuite. Donc, on essayait de se partager les frais, si on voulait louer X ou Y tenue, etc. Et puis, on a fait donc un premier clip quand même pour ce projet qui était sorti quand même 3-4 mois après la sortie. Mais moi, je voulais le faire, tu vois. Je voulais avoir une première image et mettre en image un peu ma DA pour la première fois. Ok, donc du coup, tu t'es vraiment passé du full audio streaming dans ta tête, tu t'es dit, ok, là, je veux step up. Maintenant, il me faut du visuel, il me faut une DA. Ok, donc même sur ton premier projet, tu étais vraiment sérieux dans le développement. C'est ça, quoi. En fait, j'avais la musique, entre guillemets, la meilleure que je puisse faire à l'époque. Mais du coup, le truc qui manquait vraiment, et je l'ai senti au bout d'un moment, c'est l'image, en fait. Donc, je commençais à vouloir aller sur les réseaux sociaux ou justement aller chercher plus de fans, etc. Mais sans image, c'est assez difficile, en fait. Ouais. Sans image, c'est assez difficile. Justement, tu peux avoir de la traction sur ton morceau parce que tu es en train de faire du playlisting ou tu es sur YouTube, donc tu es directement sur la plateforme où les gens écoutent. Mais quand tu vas sur Instagram ou sur TikTok pour parler de ton son, pour faire de la promo autour de ton son, s'il n'y a pas d'image un minimum intéressante en fond,
bon, bah, tu vas un peu galérer, tu vois. On va Ah pas ouais, vraiment je vois comprendre le message que tu veux véhiculer. Après, il y a différentes techniques pour véhiculer ton message sur les réseaux Bien sociaux. sûr. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est tout à fait possible de faire ta com et ton marketing full réseaux sociaux Ah oui, oui, et non, ramener du stream. C'est quelque chose que n'importe quel rappeur qui débute peut faire bien sûr. et peut vraiment faire sérieusement et avoir vraiment de vrais résultats, quoi. On en Bien reparlera tout à l'heure. Mais ouais, là, du coup, t'étais plus en mode visuel, du coup, là. Donc ouais, voilà, j'ai eu une petite période visuelle. Donc après justement avoir eu ma petite période playlisting et tout, bah, je me suis dit, allez, on va essayer de faire un premier clip, d'essayer de faire des petits shootings photos, toujours avec des photographes vraiment amateurs, hein. Là, on était vraiment dans essayer de minimiser les coûts. Et même pour eux, en plus, donc c'est donnant-donnant, c'est ça qui... Voilà, c'est ça. Donc eux s'entraînaient et moi, les coûts que j'avais, à la limite, c'était du déplacement si je devais faire 1 heure de route ou quoi, tu vois. Mhm. Donc à partir de là, on avance un petit peu. Je fais mon premier clip et du coup, je commence à me dire, j'aimerais bien sortir un deuxième projet. Alors, j'ai vraiment bien aimé le format du projet. Entre-temps, j'ai sorti quand même quelques singles, etc. J'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux. Ok. Sur les réseaux sociaux, Instagram au début. Parce que avant, t'étais juste en mode, j'envoie des DM, je me fais du Ouais, réseau, c'est ça. mais au niveau publication, Il y avait public, voilà, il y avait pas de, il y avait rien. autour, rien. quoi. Il y avait peut-être un truc pour dire, mon projet est sorti, Ouais, allez écouter. une petite story, un Une petit story, truc. Ouais. un post avec la cover, c'est tout, quoi. Tu utilisais ton compte perso à l'époque où il y avait tes potes et tout, ou t'as vraiment créé un autre truc J'ai directement début. créé un autre truc. Ok. J'ai directement créé un autre truc. Justement, en fait, c'était parce qu'au début, j'étais pas forcément confiant en ce que je faisais, tu vois. Et vu que j'étais vraiment amateur, je voulais au début voir tâter le terrain, si ça allait fonctionner, s'il y avait quelque chose à faire, plutôt que je trouvais que c'était de m'afficher, que tu vois, de sortir des sons direct devant mes potes, devant les gens du lycée, etc. Tu vois. Donc toi, au début, quand tu commences la musique, dans ta tête, tu te dis c'est une passion, je vais essayer, je vais m'y mettre, ou tu te dis vraiment est-ce qu'il y a un créneau, est-ce que je pourrais peut-être en vivre plus tard. Au tout début, dans ta tête, t'es comment en fait ce niveau-là? Franchement, au début, c'est une passion. Ouais. Donc au début, j'ai envie de faire de la musique. Tu vois, au début, j'ai envie d'écrire des textes qui racontent un peu ce que je vis, de les poser. J'étais vraiment influencé par des artistes américains comme XXXTentacion, etc. Donc j'avais vraiment envie de m'y tenter. Voilà, ça allait m'aider, tu vois, de faire du son, principalement. Mais j'avais quand même cette envie qu'il y ait un minimum d'écoute, que des gens tombent dessus, etc. Mais pas forcément des gens que je connais vraiment au quotidien, tout de suite. Ok. Donc, je veux aller chercher, c'est pour ça que j'envoie des DM à des gens que je connais pas vraiment, pour avoir des retours extérieurs, tu vois. Ok, donc tu te dis ouais, je me lance. Bon, c'est plutôt personnel la raison pour laquelle je me lance, mais quand même dans ta tête, tu t'es dit quitte à faire un projet, autant le faire sérieusement et essayer pourquoi pas de choper des écoutes, des avis externes, etc. Ok. C'est ça. Donc je le fais pour moi, mais j'essaie quand même que au début ça marche un petit peu et d'avoir un minimum d'écoute et tout. Mm-hmm. Donc à partir de là, je me dis j'ai sorti quelques singles entre temps. Je viens de me mettre sur les réseaux sociaux et je commence à publier des freestyles. Donc ça, c'est la première chose que je fais sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, on est sur vraiment l'âge d'or de 1 minute de rap, le format freestyle, etc. Donc je me mets moi aussi un petit peu au freestyle. Ça marche pas plus que ça, mais ça commence à ramener quelques personnes qui deviennent un peu des fans. C'est-à-dire que là, je commence vraiment à avoir des premières personnes, peut-être sur une poignée de main, 10 personnes. Ouais, ok. Mais qui sont là vraiment pour me supporter, tu vois, et pas juste qui passent en trafic sur ma page, tu vois. Ok, moi j'ai une question à te poser, c'est comment tu crées tes freestyles à cette époque-là pour les réseaux sociaux? À cette époque-là, c'est pas fameux. Je demande à un pote de me filmer, que ce soit dans une voiture ou sinon je pose le téléphone devant moi dans ma chambre et je freestyle simplement. Je mets la prod sur une enceinte derrière. Et je freestyle simplement. Ok, donc freestyle en live, pas de playback, comme ça, live, à la bonne direct. franquette. Ouais, okay. À la bonne franquette, c'est ça. C'est ça, donc au début c'est ça. Et en parallèle, du coup, je commence à préparer mon deuxième projet. Mon deuxième projet, donc qui sortira, je pense, c'était mai-juin 2021. Donc 5-6 mois après le premier. Ok, donc dans cette période-là, on va dire l'hiver comme ça, là, tu te focalises sur les réseaux sociaux, on va dire. Ouais. Tu publies plusieurs freestyles. À quelle fréquence, en fait? Tu te dis, vas-y, je bombarde pour essayer de faire augmenter mon audience ou... Au début, franchement, je le fais au feeling, tu vois.
Donc c'est comme je t'ai dit, j'arrive pas forcément pour l'instant à forcer la créativité. J'ai pas vraiment encore de méthode d'écriture, des principes que je respecte ou des façons de faire, etc. Quand j'ai un freestyle, voilà, je suis tout le temps un petit peu en train d'écrire dans mon coin et tout. Et quand j'ai un freestyle de près, bah là, je vais tourner une vidéo pour justement montrer ce freestyle-là aux gens, tout simplement. Ok. De toute façon, on va dire que la quantité amène la créativité Ouais, c'est ça. et la qualité, parce que si tu attends que ton son soit parfait, que ta vidéo soit parfaite pour poster, au final, tu postes jamais Non, ou ouais, pas c'est assez fréquemment. Vaut mieux se lancer dès que t'as le contenu, il faut se lancer, il faut publier. Et après, c'est à force de répéter ce processus que ça vient. C'est ça, Voilà. franchement, c'est ça. C'est à force de freestyler, bon bah tu deviens meilleur, tu peux aller plus vite sur les périodes entre chaque freestyle, etc. Après le freestyle, j'ai pas fait ça longtemps, je me suis rendu compte que c'était un format qui me correspondait pas forcément, parce que vraiment aussi la promo, c'est important de faire quelque chose qui correspond à ta DA et tout. Et moi, ma DA, je sentais qu'elle s'axait plus vers le son fini, tu vois. Genre j'aimais bien jouer avec les effets créatifs, de mix. J'aimais bien justement, en fait, vraiment un son fini parlait mieux de moi qu'un freestyle, tu vois. Ouais, je vois, carrément. Donc le freestyle, j'ai fait quelques temps. Ça a commencé vraiment à ramener quelques personnes. Et bah du coup, dès que j'avais mon deuxième projet de prêt, je suis repassé sur un format son fini. Et là, je me suis inscrit du coup en plus sur TikTok. Donc là, j'ai commencé justement à faire mon compte TikTok, à faire des premiers TikTok qui marchaient pas parce que je connaissais pas du tout le truc. T'as essayé de faire des concours de freestyle sur des vidéos que tu voulais poster Ouais, j'ai essayé de passer sur une minute de rap, etc. J'ai jamais été pris, jamais été sélectionné. Donc, Et à l'époque, sur une minute de rap, pour passer, il fallait quand même publier ton freestyle sur ton compte perso, en fait. Et t'identifier une minute de rap, enfin comme tous ceux qui faisaient ça à l'époque, quoi. Et... Ça, j'ai identifié une minute de rap et tout. Donc j'ai fait peut-être 2-3 essais, 2-3 fois sur 2-3 éditions, mais non, c'est pas passé sur une minute de rap. Ok. Après, avec du recul, bon bah j'en suis peut-être un petit peu reconnaissant aussi que ça se soit pas fait parce que justement ce format freestyle, au final, il m'a pas forcément plu. Et bah j'aurais peut-être préféré justement que ça marche un peu plus tard sur du son. Que sur du freestyle, et le freestyle, bon bah ça rapporte pas forcément de sous et tout, alors que le son, bah on peut jouer avec les streams, on peut jouer vraiment avec du merch, etc. Donc ça, je vais en parler juste après. Donc là, quand tu es prêt à poster ton second album, il y a un aspect financier qui rentre en compte du coup là. Donc là, c'est un EP, parce qu'en vrai, tu vois, les périodes sont assez courtes. Vraiment, moi, pour l'instant, j'étais le gars qui se prenait pas la tête, qui faisait du son, et dès qu'il y avait un truc ok, plutôt bon, hop, ça rentrait dans le projet, tu vois. On envoyait, ouais. C'est ça, on envoie. Donc j'avais 7 titres sur le premier, 7 titres sur le deuxième, pareil aussi. Un peu du best-of de ce que j'avais fait. En vrai, c'était du best-of, en fait. Ouais. C'était du best-of. Parce qu'en interne, j'imagine qu'il y a des dizaines et des dizaines de sons que t'as créés. Oui, voilà, j'ai peut-être fait 20-25 sons sur les 4-5 mois, tu vois. Parce qu'en vrai, j'allais assez vite, hein, je me prenais pas trop la tête pour l'instant sur les sons et tout. C'est déjà énorme, hein, ça en fait presque un par semaine. Ouais, c'est ça. Sachant que t'étais en cours à côté et tout, tu mettais à la tâche, quoi. Ouais, bah quand t'as ton matos à la maison et tout, tu peux te permettre, tu vois. Quand tu dois aller en studio 20-25 fois, bah là, tu peux pas te permettre de sortir un projet tous les 6 mois. Ah ouais, là, t'investis une fois, tu peux faire 1000 sons, quoi. C'est extraordinaire. Exactement ça. Donc, j'ai fait deuxième EP, mes meilleurs 7 titres de ces quelques mois, tu vois. Et à partir de là, donc, je commence à justement aller chercher, en plus de remettre en pratique mes techniques de playlisting que j'avais acquises sur le projet précédent, j'ai essayé de trouver de nouvelles méthodes. Donc, ce qui commençait à fonctionner, c'était TikTok, c'était Instagram, c'était donc des réseaux sociaux un peu plus généraux et pas directement sur la plateforme, tu vois, parce que le playlisting, c'est directement sur la plateforme. Donc là, on va aller chercher des gens qui sont pas forcément tout de suite sur Spotify. On va essayer de leur donner envie d'aller sur Spotify et écouter ce projet ou ce morceau-là. Ok, et à cette époque, toi, quel type de contenu tu postes sur TikTok en tant que rappeur pour essayer d'être viral et ramener des streams ensuite? Donc à cette époque-là, donc comme je t'ai dit, le contenu était pas fameux. Donc ce que je faisais, pour commencer, je recopiais vraiment des TikTok qui fonctionnaient pour des gros artistes. Mais ce que je me rendais pas compte aussi, c'est que c'est des gros artistes et que la position d'un artiste indépendant qui commence et d'un gros artiste qui a déjà sa fanbase n'est pas la même, tu vois. Oui. Donc très vite, en fait, il a fallu que je recentre un petit peu le contenu
en me présentant plus comme un artiste indépendant et justement qui cherche à avoir des premiers retours. Donc c'était ça, les premiers TikTok, les premières vidéos qui ont commencé à marcher. C'était en fait, je me présente vraiment humblement en tant que juste une personne qui veut des retours sur ce qu'elle commence à faire, voilà, est-ce que vous avez des idées, des avis, des choses que vous verriez améliorer dans mon son et tout. Et tout simplement, comme ça, des petits contenus qui me venaient en tête. Et j'essayais de poster peut-être une fois tous les 2 jours une petite vidéo ou un petit TikTok ou une photo sur Insta, etc. Ok, donc là, t'étais vraiment en mode j'essaye de faire découvrir ma musique, mais sans faire le gros lourdeau qui dit allez écouter. Voilà. T'étais vraiment en mode j'essaye de récupérer, de sonder les gens et de récupérer des avis de manière humble. Voilà, tu postais, j'imagine que tu te mettais face cam, tu disais ben voilà, je suis tel artiste, je suis Yuho, j'ai fait ce son, et c'était assez naturel quoi, parce que c'est vrai que quand on voit des TikTok ou des stories qui passent de écouter mon dernier son, cliquez ici pour rejoindre le son, pour aller écouter le son, etc., on n'a pas envie de le faire. Toi justement, t'as adopté une autre stratégie qui était beaucoup plus efficace et au final beaucoup plus simple quoi. Juste tu déballais ton univers en fait. Et ben exactement. Donc au début, c'était vraiment je demande des avis. Je demande des avis, que ce soit à d'autres artistes, que ce soit à des gens du public, etc. En fait, je vais juste essayer de faire une espèce de petite toile d'araignée de contact, toujours en allant sur Discord, en rencontrant de nouvelles personnes. En même temps, je couple ça à quelques petits freestyles, quelques petits sons que je vais publier sur les plateformes, justement en me présentant en tant qu'un petit artiste. Je vais coupler ça avec le playlisting, avec les chaînes YouTube qui me partagent, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, ça commence à faire effet boule de neige. Tu vois, en fait, t'as créé tout un écosystème, en fait, voilà, c'est ça. avec plusieurs plateformes, une seule stratégie, on va dire, mais dupliquée sur plusieurs plateformes. Et au bout d'un moment, en fait, sur le moyen terme, bah, tu vois les premiers résultats qui sont intéressants. C'est ça. En fait, à chaque fois que j'avais une nouvelle idée marketing ou une nouvelle compétence, et ben, je gardais les anciennes, je continuais à les faire et j'implémentais cette nouvelle, tu vois. Donc ça a toujours marché comme ça. Donc à chaque fois que je découvrais un nouveau truc qui marchait un petit peu, je le rajoutais sur ma stratégie globale. Et du coup, en fait, à force des mois, à force de consistance, etc., ça commençait à faire un petit effet boule de neige. Voilà, on a des premières vidéos sur TikTok qui font 50 vues, puis 100 vues, puis 300, puis 1000, puis on arrive aux 2000 vues consistantes. Et après, on arrive à 10K vues par vidéo et 10 000 personnes qui voient chaque fois tes vidéos où tu demandes d'aller écouter ton son, tu parles de ton son, tu te présentes, etc. Et ben ça commence sur 10 000 personnes. Si tu en ramènes déjà 50 sur ta page Insta ou sur ton Spotify, bon bah 50 par 50, tu commences à ramener des gens et avoir tes premiers fans, tu vois. Ouais, carrément. Puis là, on est vraiment dans la quantité qui amène la créativité, comme je disais tout à l'heure. C'est que, au début, tu postes des vidéos, tu fais 100 vues, tu fais 50 vues, 100 vues, 200 vues. Mais en fait, tu continues de poster, tu continues d'être régulier et c'est après que les résultats arrivent, quoi. Ouais. Parce que si tu te mets à poster une vidéo, bah là, je poste une vidéo cette semaine, bon, elle a fait 100 vues, c'est chiant, tu fais rien pendant 15 jours, tu reviens, bah ouais, logiquement, tu vas continuer de faire 100 vues, quoi. Ouais, donc c'est vraiment la quantité qui prime sur limite la qualité, puisque la qualité, elle vient après. Mais c'est vraiment le fait d'être persévérant, de publier presque tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Voilà. Et c'est après que tu commences à step up, tu vois, tu fais ton premier millier de vues, après tu fais 10K de vues par vidéo, et ainsi de suite, ça monte, quoi. C'est ça. Donc, vraiment, j'ai fait ça sur toute... du coup, de la période à peu près de septembre 2021 jusqu'à avril 2022, tu vois. Ok, donc là, en fait, toi, t'as fait ta promo une fois que t'as sorti tes morceaux. Donc, en fait, tu parlais de ce que t'avais déjà sorti pour générer de l'audience sur tes réseaux et ensuite rediriger sur les plateformes de streaming pour transformer ça en stream, quoi. Exactement. En fait, après, c'est des choses qui marchent aussi et que j'ai pu tester un peu plus tard et tout. Mais... généralement, en fait, les artistes vont commencer déjà aussi à parler avant la sortie de leur projet. Mais comme je t'ai dit, j'avais pas forcément de fanbase. J'avais essayé de poster des extraits et tout. Et en fait, tu mets un petit peu des coups de poing dans le vent quand t'es personne et que t'essaies de dire dans un mois, j'ai mon projet qui sort. Bon, bah, ça, les gens passent et puis ils oublient au bout de 10 minutes. Et puis dans un mois, il n'y a personne à ta sortie. Parce que t'annonces ton produit final, mais les personnes, elles ont pas tout ce qu'il y a autour, en fait. Ouais, c'est ça. Donc si t'annonces un truc et que t'as rien à dire autour et que tu l'as pas dit avant, c'est pas possible, quoi. Il faut
Faut vraiment. Tu peux rarement avoir une attente alors que t'es personne. C'est ça. À part, voilà, si vraiment t'as un coup de chance et que t'as une vidéo d'un extrait qui va viral et tout, à la limite, les gens peuvent s'en rappeler une semaine ou deux et essayer d'attendre ton son. Mais vraiment, la technique que j'utilisais moi, c'était de sortir le son et après d'en parler. Ok. Comme ça, si la personne, hop, elle a un petit coup de foudre, vraiment, genre elle a envie d'aller écouter le son, elle n'a pas besoin d'attendre. Elle peut directement aller sur Spotify et cliquer sur le bouton play et faire un stream tout simplement. De toute façon, dans tous les cas, que ce soit avant la sortie ou après la sortie, il faut absolument en parler. Ouais, et ça, c'est le problème de 90% des rappeurs, c'est que les mecs, ils produisent leurs morceaux et après ils ont l'impression que c'est fini, quoi. Ils le proposent au public, mais il y a pas de public. Tu peux pas proposer quelque chose si t'as rien derrière. Donc dans tous les cas, faut en parler. C'est obligatoire. Tu peux pas exposer ton son comme ça sur une plateforme réseau social ou streaming quand on te connaît pas, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est totalement vrai. Justement, c'était Tyler, the Creator, donc un plutôt gros artiste américain qui disait ça. Il disait, mais en fait, sortez vos sons, c'est bien, mais défendez-les en fait après. Tu vois. Carrément. C'est vraiment parlez-en. S'il faut en parler pendant 6 mois, et même si vous passez pour un relou au bout d'un moment, parce qu'il y a des gens qui vont voir cette promo pendant 6 mois, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de vous, qui vont entendre parler de vous, qui vont écouter votre son, etc. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Ça va pas tomber du ciel sans en parler. Les gens vont tomber sur ta musique. Je crois qu'on est à peu près à 60 000 sons par jour qui sortent sur Spotify. Voilà, donc les gens, ils ont le temps d'en écouter des sons. Donc pour se démarquer, il faut obligatoirement en parler. Puis même, moi je pense que quand t'es rappeur, il faut parler de toi avant de parler de ta musique. Il faut parler de qui tu es, de quelle direction artistique t'adoptes, pourquoi tu commences la musique, voilà, pourquoi tu utilises telle ou telle parole, comment t'as fait telle ou telle top line, tu vois. Faut parler de ce qu'il y a autour. Faut pas parler du son en général, tu vois. Et puis je pense que c'est ce que t'as fait aussi, quoi, d'expliquer ton domaine. Moi, j'expliquais un peu des deux. Je parlais et de moi, de pourquoi je fais de la musique, etc. Et aussi, j'aimais bien parce que en réalité, tu peux aussi un petit peu parler de ta musique. Dire, bien sûr, c'est pas ce que je dis, mais non, mais bien sûr. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais je veux dire un petit peu des deux. C'est vrai qu'il faut pas oublier de parler de soi aussi. C'est bien de parler de sa musique, de dire voilà, ma musique, elle est comme ci, comme ça, donc elle est super, vous allez adorer l'écouter et tout. Mais si tu construis pas un petit peu le personnage autour, de la musique comme la tienne ou bien dans la même vibe, etc., il en existe sûrement, tu vois. Surtout au début où t'es un petit peu. Franchement, au début, ma musique, elle était quand même inspirée justement des artistes que j'aimais bien. J'étais vraiment dans l'entraînement, tu vois. Carrément. Puis même les gens qui t'écoutent, au final, ils écoutent les artistes parce qu'ils aiment bien le son dans un premier temps, mais au bout d'un moment, t'écoutes l'artiste pour qui il est et pourquoi il fait cette musique-là aussi, tu vois. Bien sûr. Donc c'est important d'en parler. Ce qu'il représente, son message, voilà, etc. Exactement. Les gens, ils retiennent les paroles pour le message dans la plupart des cas. Donc je trouve que c'est très très important. C'est ça. Donc je sors ce projet. TikTok commence à marcher à force de consistance, mais vraiment il faut s'accrocher sur TikTok parce que voilà, exactement pareil que pour les sons, il y a des TikTok, je sais pas combien il y en a de millions qui sortent par jour, mais pour se faire un petit trou, voilà, il faut y aller, tu vois. Donc c'est peut-être, je pense que forcément vraiment si tu postes du contenu un minimum de qualité pendant 3 semaines, un mois, il n'y a pas de raison que tu fasses pas 1000 vues ou 1500 vues par vidéo, tu vois. Et c'est le minimum, je pense, parce que TikTok aujourd'hui, c'est une plateforme, où tu peux devenir hyper rapidement viral si t'es régulier, encore une fois, et que tu postes en quantité. Tu postes, sur un mois, tu peux poster 30 vidéos, du coup, même une vingtaine. T'en as forcément minimum 2 ou 3 qui passent, qui peuvent passer les 10K vues. En fait, le truc, c'est que tu mets toutes les chances de ton côté. Moi, je dis 1500 vues parce qu'en fait, ton objectif en tant que petit artiste, pour l'instant, c'est pas de faire des millions de streams directement. Carrément. C'est étape par étape. Mais déjà, si tu fais 1500 vues sur ta vidéo, que tu as 10 commentaires de mecs qui donnent un retour et tout, t'es déjà bien, tu vois. Tu commences à avoir des gens qui écoutent ta musique premier degré et t'es pas tout seul dans ta chambre en train d'écouter ta musique, tu vois. C'est clair. Et après, c'est possible, de toute façon, sur TikTok. Et ça m'est arrivé un peu plus tard, justement. Que tu as une vidéo que tu postes tout simplement comme ça, comme tous les jours, et qu'elle prenne en vue, et puis que justement tu passes à un niveau supérieur grâce à cette consistance-là. Donc comme j'ai dit, je sors mon deuxième projet, je continue à poster. Ce projet-là, peut-être qu'il fait, là où le premier avait fait 50 000, il fait 70 000 ou 100 000, donc on commence à avoir une petite évolution. Puis c'est déjà énorme pour un deuxième projet de faire... T'as des mecs qui sortent des morceaux, ils stagnent à 1000 streams pendant des années, quoi. Bien sûr.
Bah, en vrai de vrai, je pense que ça s'explique et par TikTok et par le placing. En fait, je pense que si chacune de ces plateformes-là te rapporte, Insta te rapporte 10 000 streams, le playlisting t'en rapporte 15 000, TikTok t'en rapporte 30 000, en fait, tu combines toutes ces méthodes-là pour faire voilà, le chiffre final. En fait, c'est rare que quelqu'un se repose sur une plateforme ou une méthode et génère des gros chiffres, en fait. Tu vois, c'est une combinaison de plusieurs méthodes Totalement, en même ouais. temps, tu vois. Comment tu ramènes le trafic que tu génères sur les réseaux sociaux sur les plateformes de streaming pour les convertir en stream? Tout simplement, en fait, c'est soit justement via le lien en bio, en parlant du lien en bio, ou soit tout simplement en mettant le nom du son. Ouais. Moi, les gens maintenant sont hyper habitués à Spotify, à Insta. Taper un nom de son qui est dans une description ou tout simplement juste affiché à l'écran, c'est à la portée de tout le monde, hein. Même les mamies maintenant sont sur TikTok, donc pourraient le faire, il y a pas de souci, hein. Et ça, c'est super efficace parce que pour les algorithmes, taper le nom de l'artiste et le nom du morceau, pour le référencement, c'est hyper puissant. Ouais, de ouf. Tu fais ça sur YouTube ou sur Spotify, si la personne, elle tape d'elle-même ton nom, c'est beaucoup plus puissant que si elle clique sur un lien. Ouais, de ouf. Vraiment. De ouf. Donc moi, je pense que le plus naturel à l'heure actuelle, c'est de mettre le titre et le nom de l'artiste dans la vidéo, tout simplement. Et les gens d'eux-mêmes vont taper sur les plateformes s'ils sont intéressés et que tu as réussi justement à les intéresser autour de ton morceau et de ta musique. Voilà, c'est comme ça. En vrai, il n'y a pas de méthode magique, hein, Ouais. Et donc là, pour ce deuxième album, c'est quel type de contenu que tu publies pour amener du trafic sur ton morceau? Alors pour sur le tes deuxième morceaux. projet, justement, c'est là où je commence à apercevoir une stratégie qui marche à chaque fois que je la publie justement sur TikTok, au milieu de plein de contenus, hein. Franchement, ce que je recommande même maintenant, c'est d'essayer plein de différents types de contenus et de voir ce qui te va le mieux, ce qui fonctionne le mieux, là où l'algorithme te donne quelques vues et tout. Tu publies différents contenus, différents styles. Voilà. Tu analyses tes stats et tu refais ce qui marche. Voilà, c'est ça exactement. Et donc moi, ce que je voyais qui marchait à l'époque, c'était de parler du son sans forcément faire écouter le son, en fait. C'est-à-dire que ce que je faisais, c'est que je me présentais, comme on disait, je parlais de moi, de pourquoi je fais de la musique, et de ce son en particulier. Voilà, je choisissais un son, par exemple. J'ai sorti... Sors-nous un titre là que Une t'as. bêtise, mais à l'époque, justement, je sortais le son Rendez-moi mon cœur, qui avait Ouais. plutôt bien marché. Ouais. Je les stream à fond celui-là. Et donc, je disais, par exemple, le son Rendez-moi mon cœur, je l'ai fait avec comme inspiration ça. Il dégage cette vibe-là, c'est vraiment ce que j'ai voulu. Ou bien je pouvais citer des paroles et expliquer pourquoi j'avais écrit ces paroles-là. Des choses comme ça. En fait, je parlais du son vraiment. Je le déconstruisais un petit peu sur ce que j'avais ressenti et pourquoi je l'avais fait. Sans mettre le son en fond de la vidéo. Juste en expliquant, en donnant le titre. Et donc, je disais, avec un petit appel à l'action. Donc, si ça t'intéresse, si t'as envie justement de découvrir ce son-là, t'as le titre et tu sais ce qu'il te reste à C'est faire. ça. Tu vois. En fait, tu donnais indirectement envie aux gens d'écouter le son sans leur dire d'aller l'écouter. Ouais, c'est ça. Tu prenais ton morceau, tu le décortiquais C'est ça. et tu disais pas allez écouter. C'est voilà. ça, je disais, si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. En donc mode allez écouter. appel à l'action à la fin de la vidéo, mais dans, Voilà. dans tout le contenu, à aucun moment tu Dans tout fais contenu, le lourdeau. C'est de l'explication ou de la discussion autour de ce morceau-là. Et justement, la petite subtilité, c'est comme je mettais pas le morceau en fond, les gens voulaient voir à quoi ressemblait ce fameux morceau duquel on parle. Tu provoquais de la frustration en fait. C'est ça. Et donc Ça, c'est une sacrée technique marketing, ça pour le coup. Tu viens de vraiment de donner un vrai tips parce qu'il y a énormément de rappeurs qui connaissent pas ces techniques-là et celle-ci, elle est vraiment bonne et elle est vraiment efficace pour le coup. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. J'ai fait ça du coup jusqu'à, je dirais, je sais plus si c'est novembre-décembre. Là, j'ai sorti mon 3e projet. J'ai sorti 3 projets la même année. Comme je disais, quand tu as du matos chez toi, que tu as d'autres amateurs avec qui tu peux bosser, que tu es motivé, justement, le fait d'avoir d'autres personnes autour de toi, ça te motive à faire encore plus de sons. Vous êtes là, vous kiffez. Premièrement, tu vois, c'est ça la base de faire de la musique, c'est vous kiffez. Donc, je sors mon 3e projet. Et pareil, je continue sur cette méthode-là sur TikTok, les playlists, etc. Et là, le 3e projet commence à marcher avec des chiffres relativement plus hauts que les premiers. Donc peut-être là, sur le premier, on était à 50 000. Le deuxième, on peinait à atteindre 100 000. Le 3e, je crois qu'on était à 700 000 ou 800 000, tu vois. Donc ça commence T'as vraiment à être... step up en termes de compétences et de chiffres à chaque fois. C'est assez impressionnant.
En vrai, c'est la consistance, vraiment. Ouais. Que ça soit dans le fait de faire du son ou dans la promo, le marketing et tout, c'est vraiment en faisant que tu deviens meilleur, tu vois. C'est au bout de la fin d'année, j'avais peut-être fait 150 morceaux. Donc tu vois, répéter à chaque fois. répéter sur aller peut-être 15, 16 mois, j'avais fait 150 morceaux, donc peut-être, je sais pas combien de morceaux par mois, mais à force de répéter, je devenais meilleur dans le son. À force de répéter les promos, les vidéos, les stratégies, bah, je savais lesquelles faut vraiment dégager parce qu'elles marchent pas et lesquelles marchent plutôt bien, comment les améliorer, comment faire en sorte qu'on comprenne bien mon message, mon image et tout dans les vidéos. Et en faisant, bah, tu t'améliores vraiment. Bah, carrément. Tu testes, tu te casses la gueule, t'optimises ce qui marche, tu recommences. Et on voit que toi, au bout de 3 projets, t'es presque déjà à 1 million de streams, quoi. Et bah, au bout de 3 projets, donc sur 1 an, on est à 700 000 sur le dernier, en l'espace de 3-4 mois. Donc voilà, c'est pas 700 000 le lendemain de la sortie. Hein, ouais, bien sûr. Mais au bout de 3-4 mois, on est à 700 000, avec justement des vidéos sur TikTok qui étaient montées peut-être à 500 000, 600 000 vues. De temps en temps, hein, j'avais mes vidéos classiques qui faisaient 20 000, 30 000 vues, et de temps en temps, je pouvais faire des vidéos qui avaient des grosses vues parce que l'algorithme il commençait à me connaître et à savoir qui je visais, à target les bonnes personnes, tu vois. Ouais, c'est clair. Sachant que là, tu me disais que t'as fait 150 morceaux, tu m'as dit ? Ouais, sur les 16 ou 17 premiers mois, à partir du moment où j'ai acheté mon matos, je dois avoir bien fait 150 morceaux. Sachant que, tu me dis si j'ai tort, mais pour moi, quand un artiste se rappe, il a fait son morceau, en réalité, il a fait que 20% de son travail. Ouais. Parce que les 80 autres, ça va être tout ce qui est promo, marketing, poster sur les réseaux sociaux, recommencer ce qui marche, enlever ce qui marche pas. Donc pour moi, en fait, c'est quand t'as fait le côté musical, le côté production, au final, t'as fait que 20% de ton taf, quoi, on va dire. Honnêtement, encore à l'heure actuelle, c'est vraiment la musique. C'est généralement ce qui prend le moins de temps à faire pour un artiste de rap, tu vois. Je comprends que voilà, pour de la musique de film, etc., là, on est sur l'inverse. Vraiment, c'est la musique qui prend longtemps et après, il y a tout un système hollywoodien qui va faire la promo. Mais pour un artiste de rap, t'as vraiment fait, c'est vrai que t'as fait 20% du boulot quand t'as fait ton son. T'as fait ton son, vous l'avez mixé, maintenant c'est bien joli, c'est bien rigolo. Il va falloir faire la cover, il va falloir faire peut-être un clip ou du contenu, en tout cas un minimum de contenu vidéo, même avec ton téléphone ou quoi, pour justement amener une couleur, une image autour de ce morceau. Et il va falloir poster, faire ta promo, en parler, ramener des gens sur le son et tout. Donc c'est vraiment là où tu vas passer peut-être 1 mois, alors qu'à faire ton morceau, t'as passé 2-3 jours. Tu vois. Ouais, c'est ça. Puis en plus, dans le domaine du rap en France, c'est le problème d'énormément d'artistes. C'est qu'en fait, ils pensent qu'une fois qu'ils ont fini leur morceau, ils se disent c'est bon, j'ai fait le taf. Et si jamais j'ai de la chance, je me fais retweet par Vald ou par Booba et j'espère que je vais percer, tu vois. Ouais. Ils pensent que si leur morceau est nul, ils vont pas percer, et ils pensent que si leur morceau est bon, vu qu'il est bon, tu vois, si ça tombe sur quelqu'un, on verra, peut-être que je perce, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. T'as beau faire le meilleur son du monde, si tu le fais pas entendre, c'est mort, quoi. Ouais. Je tiens à rappeler que c'est vrai, il faut essayer d'avoir de la bonne musique. Ça, on est d'accord. Faut faire le mieux que vous pouvez, quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble, etc. Mais après, c'est vrai que c'est pas seulement en faisant de la bonne musique qu'on va réussir à la faire écouter. Franchement, je suis sûr qu'il y a des génies qui sont restés dans l'ombre toute leur vie, desquels on n'a jamais entendu parler, tout simplement parce que ils n'ont jamais réussi à se mettre au marketing, à réussir à toucher des personnes et à aller plus loin que juste faire du son, tu vois. Puis en plus, c'est une question de choix, je pense, parce que t'as plein d'artistes qui font des morceaux par pure passion. Tu vois, ils ont un métier à côté où ils sont à l'école et ils s'imaginent pas qu'on peut vivre de sa musique en solo sans pour autant être ultra connu, tu vois. Et puis après, t'as ceux qui, ça leur trotte dans la tête, en vrai. Ça leur trotte tous dans la tête d'essayer, tu vois, de faire un truc intéressant et pourquoi pas d'en vivre, etc. Alors qu'en fait, on peut pas dire que c'est hyper simple, mais en tout cas, c'est hyper accessible de faire ta propre promo tout seul, comme toi, tu viens de le prouver, et de réussir dans le rap et de gagner vraiment de l'argent en totale indépendance sans pour autant être mainstream, tu vois. Franchement, c'est possible, hein, c'est totalement possible. Et encore, je dis pas que je suis un gros exemple, hein, franchement, comme je vous ai dit, j'ai pris des méthodes assez rudimentaires que j'ai retravaillé un petit peu à ma façon, à ma manière. Et à partir de là, comme j'ai dit, le dernier projet que j'avais sorti a pu générer 700 000 à peu près
sur quelques mois. Donc les calculs sont vite faits, hein. Un stream, à l'heure actuelle et déjà à l'époque, c'était, je crois, 0,004 centimes. Donc, tu gagnes 1 millième d'euro à chaque fois qu'une personne... 4 millièmes d'euros plutôt, à chaque fois qu'une personne écoute ton morceau. Donc à partir de là, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu sais combien de streams tu dois faire pour toucher un minimum de sous, etc. Et c'est pas de la magie, hein, franchement. Tel nombre de streams égale tel nombre d'euros, hein, Ouais. tout simplement. Hein. Sachant que la plateforme DistroKid dont on parlait, elle prend pas de commission dessus. Elle prend pas de commission. Donc si tu génères 100 balles avec un morceau, bah tu retires 100 balles quoi. C'est ça exactement. Pour générer 100 balles, ça serait à peu près du coup 100 000 streams, c'est à peu près 400 balles. Donc faire 30 000 streams, je crois que c'est à peu près 100 balles, tu vois. Donc un tiers de 100 000 streams, tu vois. Ouais, bah nous on avait... streams. Moi pour la petite anecdote, j'ai fait du son il y a 2-3 ans là avec des collègues. On avait monté un petit groupe. Et moi j'avais quelques connaissances en marketing, mais c'était vraiment en mode passion, tu vois. Eux pour le coup, ils étaient vraiment en mode on fait du son par passion et on s'en fout du reste, tu vois. Ouais. Et moi j'ai cette notion marketing, évidemment. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que bah voilà, on est dans le domaine du marketing de la musique. Ouais. Et du coup, j'avais fait des petits placements en playlist sans investir 1 euro, tu vois. On avait fait un petit compte Insta avec des freestyles et tout, et on avait fait 30 ou 40 000 streams, je crois. Ouais. Et sur le DistroKid, on avait presque 200 balles, il me semble. Ouais, entre 150 et 200 balles. Ouais, et on n'avait rien fait, genre c'était juste de la passion, tu vois. C'est ça. Et ça prouve que si tu t'y mets sérieusement, bah tu peux carrément step up et en vivre. Tu peux carrément faire au début un complément de revenu, et à force de quelques années de travail, ça peut devenir vraiment un métier, un gagne-pain. Plus qu'une passion. Faut s'enlever cette idée de la tête que c'est impossible de faire des sous. Il est difficile de demain être Ninho ou être PNL. C'est clair. Mais en tout cas, vivre de ta musique, ça reste faisable. C'est un peu comme tout, hein. C'est un peu comme n'importe quel métier. C'est à force de quelques années de travail. Et ça se fait totalement. Puis c'est ça, et en plus, nous, on est un peu là pour simplifier la chose, parce que en France, t'as énormément de personnes qui pensent que les gens qui vivent et qui gagnent beaucoup d'argent avec le rap, bah c'est comme tu dis, c'est Jul, c'est Ninho, c'est PNL. Alors que pas du tout, quoi. Tu peux rester dans l'ombre, entre guillemets, à ton échelle, mais gagner de l'argent grâce à ta musique et en vivre complètement, quoi. C'est un métier comme un autre, comme tu dis. C'est... Voilà. Non, franchement, il y a plein d'artistes qui vivent de leur musique en France et dont vous n'avez pas entendu parler. Hein. Voilà, carrément. C'est pas que le top d'affiche qui vit de leur musique. Surtout, en fait, quand tu es en indépendant et que tu prends 100% de ta musique, je connais des indépendants dans ma liste de contacts qui font plus de sous que certains artistes signés, justement parce que ils gardent 100% de leur stream. Ok, relativement en termes de stream, bah, ils font moins. Ils font peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois moins. Mais vu que la maison de disque du gros artiste lui prend déjà 80% de ce qu'il fait, les 20% restants, c'est l'équivalent d'un artiste indé qui garde tout, tu vois. Exactement. Et pour rebondir, toi, tu penses quoi des labels et des maisons de disques dans le domaine du rap ? Franchement, les labels et les maisons de disques, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est utile à l'industrie de la musique. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus forcément indispensable pour un artiste d'avoir une maison de disques ou un label. Là où ça a été le cas dans les années 90, voilà, si certains ont vu par exemple le documentaire de Kanye West, donc Kanye West qui est un des plus grands indépendants de l'histoire de la musique, je crois que c'est le ou le deuxième rappeur le plus riche de l'histoire du rap, etc. Il cherchait un label ou une maison de disques à l'époque et il a commencé avec un label ou une maison de disques parce qu'il était impossible tout simplement de faire des disques sans maison de disques. C'est bien la fonction principale d'une maison de disques. Pour presser tes CD, les rendre physiques, les mettre en magasin, etc. Tu pouvais pas le faire tout seul. Ça, tu sors d'un quartier à l'époque ou quoi, t'as pas forcément les moyens pour imprimer 10 000 CD ou autre. Et c'est à ça que la maison de disques sert historiquement. Et maintenant, comme on a dit, tu peux faire sensiblement la même chose qu'une maison de disques pour 30 balles à l'année. Tu vois, sur DistroKid, carrément. Tu peux distribuer la musique. Et il n'y a plus forcément besoin du format CD dès le début. Tu vois, le format CD, il viendra après, quand tu auras une fanbase et que tu voudras les faire kiffer et tout. Mais sur le début, il n'y a plus du tout besoin d'une maison de disques pour se lancer, là où c'était le cas avant. Voilà, c'est ça mon avis. Après, les maisons de disques ont des compétences, ont de l'expérience. Mais c'est vrai que de toute façon, elles prennent rarement un artiste à zéro maintenant, là où ça se faisait avant.
elles prennent un artiste une fois qu'il a sa fanbase, qu'il a des premiers millions de streams, qu'il a une petite attente autour de lui, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si jamais t'as des artistes qui veulent signer en maison de disques, dans tous les cas, ils devront se développer en indé dans un premier temps. C'est obligatoire. Tu peux pas postuler ou te faire démarcher par des maisons de disques si t'as rien. C'est pas possible. Donc t'es forcément obligé d'y passer. Et même t'en as qui font marche arrière. T'as des artistes qui aujourd'hui sont plus ou moins connus, voire très connus, qui ont signé en maison de disques à l'époque et qui maintenant se mettent en full indé parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes et que du coup la maison de disques prend des parts, des pourcentages qui sont énormes, alors qu'en fait tu peux tout récupérer tout seul en ayant il faut une bonne équipe, il faut du réseau, mais c'est totalement possible. Exactement. Les maisons de disques et les labels, de toute façon, ne prennent plus d'artistes qui ne sont pas développés d'eux-mêmes. Tout le monde là doit faire du développement en indé. Et après, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire de est-ce que je continue en indé une fois que j'ai une certaine fanbase parce que j'ai une bonne équipe autour de moi, je suis confiant, je commence à savoir faire ma promo, ou bien j'ai des gens autour de moi qui savent le faire, j'ai des gens qui font des clips et tout, ou est-ce que j'ai besoin d'être un peu plus entouré, un peu plus aidé et je suis pas forcément sûr de la petite équipe que j'ai pour l'instant. Et là, ça peut être intéressant d'avoir une maison de disques. Donc c'est deux approches différentes. Est-ce que aussi le type de musique peut influer aussi sur si tu veux une maison de disque ou pas, parce qu'il y a des types de musique où il va falloir... Il y a des modes. Voilà, c'est ça. Il y a des trucs où tu vas juste vouloir toucher un maximum de personnes. Voilà, tu fais une musique ambiançante d'été, c'est vraiment ça qui te fait kiffer et tout. Bon, pourquoi pas avoir une maison de disque, parce que voilà, c'est vraiment son taf d'aller chercher le grand public. Par contre, tu fais un truc un petit peu plus... souterrain, on va dire, je sais pas moi, comme Khali ou Runa ou des artistes comme ça, l'indépendance est peut-être plus intéressante parce que tu vas avoir plus de contrôle sur ce que tu fais. Vraiment, tu vas pouvoir tout gérer de A à Z. Et de toute façon, ton objectif, c'est pas de toucher 100% de la population. C'est juste de vraiment rendre addict 10% des gens vraiment à ton produit, tu vois. Super intéressant ce que tu dis, parce que souvent les gens ils cherchent à toucher tout le monde. Et quand tu cherches à toucher tout le monde, tu touches personne. C'est ça. Alors que si tu as une thématique qui est assez nichée, comme le sad rap, thématique dans laquelle tu es plus ou moins, là tu touches un tout petit pourcentage des gens qui écoutent du rap en France, mais ça peut être énorme en termes de revenus du coup, et d'audience, parce que tu touches vraiment un style particulier, quoi. Ouais, c'est clair. Pour prendre par exemple l'exemple de Clem, du coup, avec qui je bosse maintenant, etc. Donc Clem, c'est exactement ça. C'est à la base, c'est une niche, le sad rap, donc le rap triste, etc. Donc on sait que 100% des gens n'écoutent pas ça, mais peut-être ces 2%-là déjà représentent, je sais pas moi, 1 million de personnes ou 800 000 personnes. Donc si tu arrives déjà à avoir ces 2%-là en entier, franchement, tu vis bien de ta musique. Donc, carrément, sachant que Clem, dans cette thématique, aujourd'hui, c'est le numéro 1. C'est peut-être le leader, ouais. C'est le leader de cette niche-là. Donc tu le verras pas forcément dans le top 50 France, dans le top streaming, mais le mec, il peut gagner peut-être 2 fois plus qu'un mec qui est signé en artiste, ouais, c'est ça, dans une maison de disques, et que tu vas voir dans le top 100, dans le top 200 Spotify, alors que voilà. Exactement, parce que justement, il garde ses pourcentages, etc. Donc voilà, c'est des choix à faire, ça dépend de sa musique, etc. Le contre-exemple, je dirais, par exemple, c'est des artistes comme Mohaka ou Yans ou autres, donc qui sont vraiment là pour toucher 100% des gens. Et du coup, peut-être une signature en maison de disque, ça peut être intéressant parce qu'en fait, leur objectif, c'est de, même en gardant que 8% ou 9% de ta musique, si là, ok, tu touches 15 millions de personnes, ça vaut le coup, tu gagnes bien. Par contre, si tu touches que 800 000 personnes avec 9%, tu peux retourner travailler ou... Sachant que là, les deux artistes que tu viens de citer, ils jouent vachement sur le buzz. C'est ça. Est-ce que c'est fait exprès ou pas, on sait pas. Mais après, je sais pas si les artistes comme ça, une fois qu'ils ont fait leur buzz, l'album qui sort derrière, est-ce qu'ils génèrent vraiment de l'interaction, est-ce qu'ils génèrent vraiment de l'audience? Je sais pas, franchement, je dis, c'est des choix à faire. Moi, j'ai pas un avis fermé envers chacun, les maisons de disques, etc. Mais en tout cas, c'est une façon de faire et je pense qu'au début, de toute façon, c'est pas du tout une question à se poser, un maison de disque ou pas, c'est beaucoup plus tard. Sachant que t'as 3 types de contrats en maison de disque. T'as le contrat artiste où on te fait tout. C'est-à-dire que t'es salarié en fait de la maison de disque et du coup on te fait l'ADA, on te fait les sessions studio, le mixage, absolument tout. T'as un contrat intermédiaire, je crois, où
t'as une avance où on te fait un petit peu de promotion, tu peux avoir ton album à la Fnac en physique, etc. Donc c'est un peu intermédiaire. Et t'as le contrat de distribution où là en fait tu peux être signé en maison de disque, mais t'es quand même en indé parce qu'on distribue seulement ta musique. Est-ce que tu peux plus nous en parler? Est-ce que toi t'as eu affaire à ce type de contrat Donc les contrats artistes, comme tu dis, c'est on prend 90% de tes royalties. Par contre, on fait tout. Donc t'es salarié au final en fait, t'as une fiche de paye. Donc à chaque fois que tu vas au studio, tu reçois un petit paiement, t'es payé, je sais pas moi, 20 € de l'heure à chaque fois que tu vas au studio. Tes clips ils sont payés, ta promo elle est payée, et c'est même pas toi qui gères tes clips ou ta promo, hein, c'est vraiment une équipe derrière qui va travailler sur tout ça. Toi t'as juste à aller au studio faire du son. Par contre, niveau revenu, si demain t'as un son qui explose où tu fais des beaux chiffres, etc., c'est la maison de disque qui prend les sous. Tu touches pareil au final en fait. Tu touches pareil au final. T'as le contrat justement intermédiaire, donc ça peut s'appeler différentes façons, soit un contrat de licence ou quelque chose comme ça. Donc ce contrat-là intermédiaire, qu'est-ce qu'il comprend? Généralement, il comprend un mix un peu des deux. Donc la maison de disque, elle va prendre peut-être 50%, ça va être du 50-50 ou bien du 60% pour la maison de disque. Donc par contre, elle va prendre en charge un volet. Donc ça peut être, par exemple, on te laisse l'aspect production musicale et enregistrement. Par contre, on prend en charge l'aspect image, clip, etc. D'accord. Donc ça va être du moite-moite et justement les revenus sont partagés en moite-moite. Et après, tu as le contrat de distrib. Donc le contrat de distrib, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat vraiment allégé où la maison de disque va prendre entre 15 à 30%. Donc c'est vraiment, elle prend une petite partie de ce que tu gagnes. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Tout simplement, elle va distribuer ta musique, la pitcher auprès des playlists éditoriales sur Spotify et autres. Donc il y a une question de réseau et de contact aussi du coup dans ce contrat-là, c'est cool. Et te faire profiter justement de son réseau et de ses contacts. Par exemple, ok, tu veux faire un clip, il te faut un réal et t'as pas forcément un réal disponible aux dates que tu veux. Et ben là, la maison de disque ou la major va te filer le contact et puis après tu te débrouilles avec le prestataire en fait, tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu vas financer 100% littéralement de ce que tu produis, que ce soit en termes d'image ou autre, et après tu vas toucher justement presque 100% de ce que tu gagnes. Ok, de toute façon même quand tu veux rester en indé, je vois des mecs comme Jul, des groupes comme PNL, eux ils sont full indé, mais t'es quand même obligé de signer en distrib, ne serait-ce que pour avoir ton album en physique dans les magasins, pour être pitché sur les playlists officielles de Spotify. En fait t'es en indé, mais t'es quand même lié aux maisons de disques on va dire, mais t'es quand même en indé en fait au final. Les deux exemples d'artistes que tu cites, donc Jul et PNL, ils sont signés chez Believe, où je suis signé aussi justement en contrat de distribution. Et Believe, en fait, tout simplement, ils vont distribuer tes projets. Donc, pour PNL, ils vont distribuer le projet. Ils vont le pitcher sur les playlists officielles, bien faire en sorte qu'il soit dans les bonnes playlists au bon moment, etc. Un peu synchroniser tout ce qui est autour de la distribution. Et puis après, oui, ils vont voir les prestataires justement d'impression de disques, etc. Donc, ils vont vraiment s'occuper de l'aspect distribution, de la création de tes produits digitaux ou physiques, et après sur tout ce qui est promo, vidéo, clip, tournée, merchandising, si tu as des idées de merchandising, etc. Ça, c'est toi qui gères totalement. Tu vois. Donc tu restes indépendant dans le nom, parce qu'en fait, le contrat que tu signes avec Believe, c'est pas un contrat où tu es sous Believe. Tu as ta société et tu es partenaire avec Believe, en fait. Ok, donc en fait, pour toi, c'est un prestataire. Voilà, on va dire que tu sous-traites à une maison de disques, en fait. C'est ça, exactement. Donc, eux, leur truc, c'est QLF, par exemple, pour prendre l'exemple de PNL. Et ils vont sous-traiter toute la partie distribution à Believe parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne, tout simplement, en échange de... je crois que c'est une rumeur. Hein. Franchement, je ne saurais pas confirmer. Mais je crois que pour le contrat PNL-Believe, c'est un des seuls contrats chez Believe qui a 0% chez Believe. Donc, ils prennent 0%. Et justement, en fait, juste pour avoir PNL et justement les parts de marché associées à PNL, ils sont prêts à les signer à 0%. Et du coup, ils prennent juste l'argent lié à la distribution. Vraiment, ils facturent le prix réel de création des CD, etc. Ils prennent pas de marge. Ok, donc en fait, ils prennent aucune commission sur les streams et les ventes. Ouais. Et du coup, en fait, ils facturent juste le fait que tu presses tes albums, que tu les envoies au magasin, que tu pitches, etc. C'est un des seuls contrats qui est comme ça parce que
Bah, PNL, historiquement, c'est vraiment de l'indé. Et justement, pour récupérer les parts de marché quand même d'un des peut-être des artistes du top 3 ou top 5, bon, bah, ils ont décidé de faire comme ça. Mais en général, c'est vrai qu'un contrat de distrib, c'est plutôt 80-20 ou 70-30, tu vois. Ouais, mais comme tu disais, même si tu signes en distrib, en fait, tu restes en indé. Tu restes en indé. C'est juste que ce pouvoir-là, on va dire que c'est pratiquement essentiellement les maisons de disques qui l'ont et qu'au bout d'un moment, t'es quand même obligé, quoi. C'est ça. Tu peux, par exemple, dans l'exemple de Clem, aller jusqu'au bout et rester quand même sur des plateformes comme DistroKid, TuneCore ou autres. Parce que, en fait, tu vas vouloir juste de la distribution digitale. Mais à partir du moment où il y a un aspect physique, donc là, on parle vraiment, c'est au bout d'un moment que tu veux imprimer un certain nombre de CD, bah oui, etc. carrément. C'est pas au début. C'est peut-être au bout de 5-6 ans dans l'industrie de la musique à faire du son et tout. Et ben à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est plutôt les maisons de disques et les majors qui ont ce pouvoir-là d'imprimer facilement des CD, etc. Tu vois. Ouais, carrément. Puis même, tu peux rester en indé très 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 longtemps. Ah oui. Même tout le temps, en fait, parce que au final, quand t'es sur DistroKid, bah, tu distribues autant que tu veux, quoi. Oui, tu distribues sur les plateformes autant que tu veux. Parce que là, Clem, actuellement, il est encore sur DistroKid, du coup. Là, Clem, en fait, il a fait une petite période en contrat d'artiste. Ah, donc artiste carrément Contrat full. vraiment à 9% d'artiste. Donc, il a fait une période sur un projet. Tout en gardant par contre les revenus associés à ses premiers sons qui ont bien marché, etc. Et en fait, c'était plutôt dans une logique de, pendant ce contrat d'artiste, la maison de disques ou le label vont me payer des clips où j'aurais pas forcément eu les moyens de faire, vont me payer de la grosse promo, etc. Et après, je vais pouvoir repasser en indépendant et justement profiter de cette visibilité qu'ils m'ont apporté pendant cette année de collaboration. Tu vois. Il y a énormément de rappeurs qui font ça, ouais. Les maisons de disques, elles ont des avantages, évidemment. Elles ont une force de frappe qui est énorme maintenant dans la musique. Et quand tu signes, surtout si tu signes en artiste, on te fait tout, on te fait tes clips, on te fait tes morceaux, tu vas au studio, t'as une fiche de paye. Surtout en termes aussi de moyens financiers, c'est voilà. la même chose. Au niveau liberté, c'est à discuter. Ouais. Voilà. On le sait tous, quoi. Il y a eu des grosses histoires au niveau des maisons de disques sur les droits des artistes. Des fois, t'as pas forcément le droit de faire ce que tu veux au niveau artistique. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Est-ce que aujourd'hui, un artiste rap mainstream, s'il veut rester dans le top France, s'il veut rester mainstream, est-ce que il bafoue pas un peu ses valeurs artistiques et ses valeurs de base dans la musique, ce qu'il veut faire passer comme message? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui obligé de faire ça pour rester dans le top? Est-ce qu'on nous oblige pas parfois au niveau des maisons de disques? Tu vois, comment ça se passe? Forcément, bon, j'ai une expérience assez limitée quand même, ouais. En termes de gros artistes, de comment ça se passe avec leurs maisons de disques, etc. Gros ou petits artistes, enfin en tout cas les artistes qui sont signés en contrat d'artiste et qui... ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que pour les gros, bon, ils ont une force relative où ils peuvent quand même négocier parce qu'ils ont un gros pouvoir. Et puis si un gros artiste décidait de faire une grève de la faim et je sors pas de son, bon, la maison de disques, ça les ferait un peu chier quand même aussi, tu vois. Donc ils ont quand même ce balançage où ils peuvent dire non, vraiment j'ai envie de faire ça et si je fais pas ça, on sort pas de projet tout simplement, tu vois. Par contre, pour les moyens petits artistes qui sont signés en artiste ou autre, donc ça c'est plutôt lié à mon expérience que j'ai eue avec Clem ou avec d'autres artistes qui étaient signés justement pendant une période en artiste. C'est vrai qu'il y a des délais. Donc, par exemple, tu peux pas faire le choix de te dire ok, je sors mon projet quand j'estime qu'il est bon. Tu sors ton projet quand la deadline est arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends les sons que tu as et tu sors quand la deadline est arrivée. Donc, il peut y avoir ces problèmes de deadline-là où tu n'as pas forcément bien fini ton projet, mais il faut y aller parce que on a signé telle date ensemble, etc. Il peut y avoir des problèmes de comment ça s'appelle? De conflit d'intérêt entre la maison de disques et toi, ce que tu veux. Ouais, d'intégrité artistique au final un peu. Voilà, en fait, par exemple, je te donne un exemple, mais sur Clem, lui, sa DA, c'est du noir et blanc total. Sur tous ses visuels, c'est toujours du noir et blanc. Ouais. Tous ses visuels, c'est du noir et blanc. Et donc, il y a eu une discussion avec un petit peu de tension entre la maison de disques sur, nous, en fait, on a envie vraiment que t'ailles chez des gros médias, du type, je sais pas, Combini, Bouscapé, etc. On a les contacts et tout. Tous ces sortes de médias-là. Par contre, eux, ils acceptent pas que ça soit en noir et blanc. Et donc, du côté de Clem, c'est non, moi, j'y vais pas. Du côté de la maison de disques, c'est si, tu vas y aller. Et donc, tu vois, là, il peut y avoir un problème d'intégité. Et entre... surtout qu'une fois que t'es signé en artiste,
t'es un peu à la merci de la boîte parce qu'au final, c'est eux tes patrons, quoi. T'es censé de base. Et c'est compliqué, ouais. T'es censé te plier à ce qu'ils veulent. Donc, ça reste des humains. Donc, avec les discussions, etc., qu'il y a eu, donc au final, ça s'est pas forcément fait. Ou bien sur certains médias, ça a été réadapté en noir et blanc. Ils ont réussi à avoir ça et tout. Mais tu peux avoir des moments comme ça où entre tes valeurs et ce que la maison de disque veut, parce que l'objectif de la maison de disque, quand elle met 500 000 euros sur toi en contrat artiste, c'est que tu fasses un maximum de streams. Donc tous les moyens sont bons, tu vois. En fait, ils misent sur toi pour être rentable. C'est ça. Tu peux pas leur demander de mettre 500 000 euros sur toi et de pas récupérer ces 500 000 euros là, tu vois. Non, il faut tout faire presque à la lettre. En termes de promo, en termes d'image, etc. Puis une fois que t'as signé, en plus, t'es un peu coincé parce que tu dois aller jusqu'à l'échéance du contrat, quoi. Et les contrats artistes, donc ça peut être sur un projet ou deux projets. Donc c'est pas forcément délimité dans le temps. C'est par exemple, on va te dire, on signe sur un album. Ouais, généralement c'est ça. C'est sur un nombre d'albums. Généralement, en vrai de vrai, un contrat artiste, c'est rarement 2 projets, c'est plutôt 3 ou 4 projets, tu vois. Ok, donc c'est quand même sur du long terme. Quand même des gros contrats, tu vois. Surtout si t'es un moyen artiste. Si t'es un gros artiste, bon allez, on te prend un projet parce que de toute façon ton projet il va ramener des sous, donc même pour un projet on est ok. Mais sur un contrat artiste, ce qu'il faut savoir c'est que ok, imaginons tu peux sortir tes 2 projets sur 2 ans ou autre, 2-3 ans. Mais après, eux ils vont toucher les 90% dont on parle pendant 80 ans. Toute ta vie. Toute ta vie. C'est-à-dire que si tu signes chez Believe ou n'importe quel autre major, tu fais ton album en 2017, à la fin de l'année tu décides de partir parce que ton contrat est pas reconduit, même si tu reposes des sons sur DistroKid et tout, tes anciens albums où t'étais signé en artiste, ils restent et toi tu touches même pas 10% en fait, même si tu t'es barré. C'est ça, exactement. Ok. En fait, il y a plusieurs possibilités. Bon, Believe font pas ce type de contrat. En fait, Believe, ce qu'il faut savoir, c'est la seule major qui fait que de la distribution, en gros. C'est seulement un distributeur. Mais par exemple, Sony, Universal, Warner ou autres font des contrats comme ça, où pendant un projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets, on te signe un artiste. Bon, après, tu te barres, ou tu restes, ou peu importe. Mais sur ces projets-là qu'on a produits avec toi, c'est sur 80 ans, on va toucher justement 90%. Et c'est ce qui explique aussi ces grosses mises financières qu'ils peuvent mettre, tu vois, d'un coup. Parce qu'ils ont 80 ans pour rentabiliser. Ouais, parce qu'ils disent on l'a sur toute sa vie, le mec. Sur toute sa vie, il y a sûrement un moment où le son va marcher, donc on sera rentable, tu vois, il n'y a pas de souci. Et donc, 80 ans après, toi tu meurs et la maison de disque est encore en train de toucher des royalties sur cet album-là. Donc certes, tu peux ressortir des projets en indé après, etc. Donc tu pourras retoucher des sous à 100% sur ça. Et sur ce projet-là, ou ces 2 ou 3 projets, c'est ça le contrat d'artiste en tout cas, c'est comme ça qu'il est énoncé. Puis malheureusement aussi, on parle beaucoup du sujet quand les artistes décèdent. Aujourd'hui, quand un artiste il meurt, les revenus ils reviennent pas tous à sa famille du coup, tu vois. C'est ce que souvent on se dit ouais, il meurt mais bon, ça fera de l'argent pour sa famille parce que ses streams ils vont continuer de vivre, sa musique continue de vivre. Mais s'il était signé au moment où il a sorti ses disques, là il y a une discorde qui se crée et la famille touche pas forcément. Ouais, non, pas c'est ça qui est compliqué. Suite, ou pas du tout. Ouais, c'est ça. Quelles sont les autres sources de revenus qu'un rappeur peut générer au-delà du streaming ? Au-delà du streaming, il y a plusieurs manières de faire des sous. Parce que c'est vrai que je vous ai donné justement le calcul tout à l'heure entre streaming et revenus réels, etc. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. C'est pas forcément... Il y a des hauts, des bas dans le streaming. Il y a des moments, voilà, justement, on a des vidéos qui vont bien marcher et des moments un peu moins et tout. Donc ça peut être assez volatile. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour générer un SMIC, déjà, en stream par mois, il faut être autour de environ 1 million de streams par mois. Tu vois. Ça, c'est le SMIC. Tu vas toucher à peu près 1 500 €. Donc voilà. Et ça dépend. Il y a des gens pour qui 1 million, ça peut être 3 000 €. Donc je donne vraiment un gros chiffre. Tu vois. Sachant que tu as 1 million, tu le divises par toutes les plateformes. Tu as Deezer, tu as Spotify, tu as YouTube, tu as tes clips. Donc 1 million par mois, ça paraît énorme. Mais en indé, c'est tout à fait possible de le faire. Oui, c'est tout à fait possible. Franchement, donc à part le streaming, où justement, ça peut être compliqué quand même. C'est relativement possible, mais c'est pas tout de suite. Forcément, les 1 million de streams par mois. À part, il faut coupler justement avec d'autres sources de revenus au début.
Donc ça peut être un taf à côté, hein, ça j'ai pas de problème si t'as un taf à temps partiel 3-4 heures dans la journée où justement tu vas faire des sous et tout. Il y en a plein qui font ça, ouais. Il y en a plein qui font ça. Pour investir en plus sur leur projet après, ouais. T'as moyen de faire un petit peu de sous et de réinvestir dans ta musique, dans ce qu'il te faut et tout. Mais après, pour rester dans le domaine de la musique, un truc qui est bien, quand tu commences à avoir une petite fanbase, même pas énorme, hein, c'est de vendre du merch. Donc le merch, franchement, c'est une source de revenus qui va beaucoup plus vite que le streaming. Parce qu'en fait, si on fait des calculs assez simples, imaginons que ton merch, ça soit, je dis une bêtise, un t-shirt. Ouais. Donc petite parenthèse, le merchandising en fait c'est tout ce que l'artiste y vend à côté de sa musique. Quand vous avez une précommande box avec un CD, qu'il y a un pull, un t-shirt, une casquette, c'est du merchandising en fait. C'est tous les produits dérivés autour de ta musique. C'est ça, c'est tous les produits dérivés autour d'un artiste ou d'un projet. Donc on prend pour exemple un t-shirt. Donc un t-shirt en général, si tu trouves un bon fournisseur, etc. Donc toujours avec des contacts Instagram ou des contacts via différents réseaux, etc. Tu peux avoir un t-shirt assez simple avec ton logo ou quelque chose en rapport avec ton projet pour 15 €, tu vois, à produire. Et tu vas pouvoir le vendre autour, je pense, de 30 €. Tu vois. Ouais, tu peux doubler la marge, ouais, tu peux faire... Donc tu as 15 € de marge. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si tu arrives à vendre ton t-shirt, je sais pas moi, 20 fois seulement, déjà tu as fait... Donc, tu as fait 300 € de marge de bénéfice. Juste avec 20 ventes. Juste avec 20 ventes. Donc, 20 ventes, donc 20 personnes qui ont acheté ton t-shirt, ça représente autant que 100 000 écoutes sur les plateformes. C'est ça. Tu vois, donc, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que c'est plus facile pour toi de faire 100 000 streams, donc ramener peut-être 50 000 ou 60 000 personnes sur les plateformes pour faire 100 000 streams, ou bien de vendre 20 t-shirts? Voilà, ça dépend des profils, ça dépend de comment on aime bosser, etc. Mais je pense que naturellement, pour la plupart des personnes, vendre 20 t-shirts, ça paraît directement plus accessible que d'amener 100 000 personnes sur ton morceau, ouais, carrément. Et d'ailleurs, je crois que c'est Luigi qui disait ça, avec une fanbase de 1000 personnes, tu peux vivre de ta musique déjà. Avec une fanbase de 1000 personnes, tu vis très bien de ta musique. Bah, carrément. Et 1000 personnes, c'est quoi aller chercher 1000 personnes, tu vois? 1000 personnes, c'est pas énorme. T'as 1000 personnes qui achètent ta box précommande de ton album en merch. T'es royal. Ouais, c'est ça, exactement. Et on est encore en plus dans ce domaine de niche, de fanbase précise, etc. C'est que tu peux faire beaucoup plus d'argent qu'un mec qui est sinon un artiste, quoi. Exactement. Ouais. Bah, je sais pas, je prends un exemple, mais par exemple, Khali, son merch a très bien marché. Et donc, imaginons un pull donc, qu'il a réussi à produire pour 20-25 €, qu'il vendait à 50 €. Et ben, je suis sûr qu'il a fait peut-être 1000 ventes. Et ben, au total, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Tu vois. Ouais, carrément. Puis même si t'as seulement 1000 ventes. Hein. Même si tu fais que la moitié en marge, c'est énorme. Exactement. C'est énorme. Exactement. Donc, imaginons que pour faire, parce que du coup, il y a une petite mise de départ pour faire un merch, donc ça viendra sûrement un petit peu après. Mais pour faire tes 20 t-shirts au début, donc à 15 € chacun, t'en as pour 300 €. Donc 300 € avec un petit taf sur le côté ou bien quelque chose comme ça. Largement même faisable. En reprenant l'argent de tes streams passés, parce que 300 € c'est 100 000 streams. Donc si t'es là depuis 6 mois ou 1 an en train de poster, etc. sur TikTok et tout, normalement tu peux avoir fait 100 000 streams. Et ben reprendre ces sous-là et vendre 20 t-shirts en peut-être l'espace d'un mois, bah, tu feras autant que 100 000 streams qui t'ont pris peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, carrément. En plus, l'un n'empêche pas l'autre. Sachant que, et vendre du merch, hein. Sachant que tu réinvestis 0 € de ta poche. Hein. Si tu fais du réinvestissement, et ça, faut qu'on en parle aussi, c'est que si tu arrives à générer de l'argent avec tes streams, avec ta musique, ne claque pas tout dans des soirées, au tacos du coin, etc. Réinvestis ton argent. Justement, ça te permet de financer tes projets futurs pour aller plus loin et step up. C'est exactement ça, c'est l'effet boule de neige en fait. C'est à chaque fois, plus tu as une mise de départ grosse, plus les résultats normalement vont être gros et les possibilités vont être grosses surtout. Ok, de base, tu pouvais pas faire un clip de ouf, mais avec ce clip pas ouf, bah, tu as généré un peu de sous, tu vas pouvoir faire un clip un peu mieux, ou bien tu vas pouvoir sortir un merch un peu mieux ou un peu plus de quantité, etc. tu vois. C'est ça. Donc c'est juste, faut réinvestir, c'est vrai, l'argent et pas à chaque fois devoir aller bosser 2 mois pour préparer son projet. Ouais, c'est ça.
Si à chaque fois tu retombes à zéro, au final ça vaut pas le coup. Alors qu'au final tu pars de zéro, tu génères 100 000 streams, ça te fait quelques centaines d'euros, tu réinvestis dans du merch par exemple et tu step up quoi. C'est ça l'idée. Donc après, comme autre source de revenus, bon bah c'est vrai que c'est des sources de revenus un peu plus rares, c'est vrai, mais il y a le mérite de les citer. En tout cas pour un rappeur uniquement, si ta seule compétence c'est le rap, la top line, voilà, comme on montre un peu dans la formation, etc. Donc si ta seule compétence c'est ça, c'est la technique on va dire. C'est la technique, la mélodie ou l'écriture, tu peux quand même vendre ça. C'est plus dur à vendre. Il y a différents moyens de le vendre, etc. Que ça soit en essayant d'aller dans des sessions studio, en essayant de se faire des contacts, de proposer à des artistes un peu plus gros que toi, si tu pouvais au moins leur montrer ce que tu sais faire, etc. Mais en tout cas, ça aussi, ça a une valeur monétaire, que ça soit en pourcentage sur le morceau, qui sortira justement avec ta top line ou ton écriture, ou justement avec un paiement direct une fois que le morceau sort. Tu vois. Donc là, ce dont parle Duo, en fait, c'est de vendre ta compétence que tu as développée en tant qu'artiste indépendant, c'est-à-dire que tu as développé des compétences en écriture, en top line. Donc pour rappeler, la top line, c'est l'air de ton morceau, en fait. C'est souvent ce qu'on dit, c'est quand tu fais du yaourt. Ouais. C'est en fait la vibes, l'air de ton morceau sans les paroles. Donc en fait, ça, tu peux le vendre. En fait, au final, tu rentres en studio, tu top line pour un artiste, ou tu écris des paroles pour un artiste, il reprend exactement ce que tu fais, il te rémunère à la com ou directement en paiement comme t'as dit, et après il interprète le morceau, donc le morceau est à lui, et toi derrière t'as fait le travail. Et d'ailleurs il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui font appel à ces personnes-là, et le métier est pas reconnaissable en France encore à 100%, quoi. C'est compliqué pour un artiste qui interprète un morceau qui va exploser de dire bah en fait c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est dur d'avoir de la reconnaissance quand t'es top liner ou ghostwriter. Non, c'est dur d'avoir de la reconnaissance et c'est pas forcément un métier à reconnaissance. C'est plus un métier vraiment où juste t'as une compétence et tu la sous-traites tout simplement pour des plus gros artistes. Et après c'est un marché aussi où il faut se dire qu'il n'y a pas énormément de place. C'est un marché où tu peux faire peut-être, si tu vises des gros artistes, 2-3 sons à l'année. Franchement, déjà, tu as fait une bonne année, tu vois, en tant que ghostwriter ou top liner, parce que y a peut-être, en réalité, une trentaine de gros artistes qui font appel à ces méthodes-là et qui ont les moyens de bien rémunérer un ghostwriter ou un top liner. Mais par contre, à chaque fois que tu vas en studio pour top line ou ghostwrite, généralement, tu es assez bien payé, tu vois, par les gros artistes. Donc, ça peut valoir le coup pour se faire un complément. Je sais pas, moi, je dirais, imaginons, un artiste qui peut utiliser ça, je sais pas, je prends un exemple, mais je dis une bêtise, hein, je sais pas s'il y a des ghostwriters ou pas, mais par exemple, Kinvé ou Kenji Girac. Voilà, c'est des gens de la pop, généralement, ou bien sinon, pour reprendre des rappeurs, Hamza, hein, mais je sais pas du tout si Hamza... c'est un exemple comme un autre. Exemple. Et c'est un gros projet. Ce morceau-là, il va générer des milliers d'euros. Donc le ghostwriter ou le top liner, généralement, il va toucher 7% de ce morceau-là. Donc ça, c'est à vie. Donc ça peut être intéressant déjà sur ce... quand tu vois les streams et le nombre de... Enfin, l'audience qu'ils ont qui est énorme, 7%, c'est énorme aussi. C'est énorme, donc ça peut être intéressant déjà sur cet aspect-là. Et en plus, tu peux être payé directement 2005, 3000 sans problème, tu vois. Sur ce morceau. Sur la prestation. Voilà, sur la prestation. Donc, ces deux éléments couplés, même faire 1 ou 2 sons dans l'année, essayer de s'incruster dans ce milieu-là, se faire un petit nom en parallèle, ça peut être intéressant aussi, tu vois. Ouais, carrément. Toi, c'est des choses que tu fais à côté de ta musique ? C'est des choses que je fais, donc relativement, pas régulièrement, mais en tout cas, c'est des choses que je fais. Je peux être amené à être appelé en studio par des plus gros artistes que moi, en tout cas, pour aider. Généralement, en fait, c'est de l'aide, hein, c'est pas forcément du tout pré-mâché, comme ça peut se faire aux États-Unis, etc. Mais pour de l'aide, je peux être appelé, je suis amené à faire ce type de mission-là. Ok, donc toi, tu as développé tout un panel de compétences dans le milieu. Et en plus d'être artiste, rappeur à ton compte, tu as en plus des possibilités de placer en fait pour des autres artistes. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Toi, à l'heure actuelle, du coup, tu te concentres là maintenant sur un nouveau projet. Tu m'as dit que tu en avais sorti déjà 3. Ouais, c'est ça.
Donc là, le dernier en date, c'était il y a un an et demi. Le dernier en date, c'était fin 2021, donc je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait 2 ans pratiquement. Ça fait pratiquement 2 ans. Ok, donc là, t'es sur un nouvel album. Là, je suis sur un nouvel album, avec des ambitions beaucoup plus hautes. Donc après avoir justement fait cette constance, cette régularité, cette amélioration-là, il a fallu, quand on veut faire un projet vraiment qui nous propulse encore au step supérieur, il faut prendre son temps et faire ça bien. Donc c'était vraiment une année en plus où j'ai développé une nouvelle compétence qui est le beatmaking. Donc, tu fais des prods maintenant? Voilà, je fais des prods, donc ça aussi c'est une source de revenus qui peut être intéressante pour les rappeurs les plus motivés. Et en plus, pour les rappeurs qui veulent rester indépendants, ça peut être une force parce qu'ils vont pouvoir vraiment faire les prods qu'ils ont en tête et vraiment construire leur univers musical de A à Z. Ouais. De A à Z. Donc c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Et donc ouais, c'est un projet là qui va bientôt sortir après plus de 2 ans justement dans l'ombre. Voilà. Ok, donc allez suivre Yuo sur les plateformes de Nuit de la Force. Voilà, allez me suivre et s'il y a des rappeurs qui regardent, vous pourrez voir justement les méthodes marketing que je vais utiliser, un peu suivre comment je vais essayer de faire marcher tout ça et puis voilà. Ah ouais, carrément, c'est super intéressant. Et du coup, pour revenir à notre rencontre, nous on s'est rencontrés il y a un peu plus de 6 mois sur un séminaire d'entrepreneurs du web. Ça a tout de suite matché entre nous. Moi, du coup, je gère la page Moment Rap sur Instagram. J'ai une petite force de frappe au niveau marketing, etc. Parce que on a une audience de pratiquement 50 000 abonnés, donc c'est intéressant. Et en fait, moi, ce qui me manquait, c'était que je voulais vraiment transmettre de la valeur au niveau musique pour les rappeurs, parce que j'ai énormément de rappeurs dans mon audience. Je reçois des DM tous les jours de rappeurs qui me disent ouais, comment on fait son marketing, est-ce que ce son il est bien, etc. Et du coup je me suis dit il y a un créneau à prendre dans la transmission de valeur. Et donc l'objectif de Moment Rap là, c'est de créer une sorte d'école en ligne en fait où tu auras des formations qui sont disponibles pour les rappeurs, autant pour la création que pour le marketing, donc générer des streams, etc. Et aujourd'hui, si nous, on s'est rencontrés et que du coup ça a bien matché, c'est parce que toi, tu as la possibilité de faire ça, du coup de transmettre cette valeur-là. Tout ce dont on a parlé dans le podcast, c'est plus précisément expliqué dans un programme que tu as créé pratiquement sur mesure pour les artistes débutants, donc les artistes qui se sont déjà lancés ou les artistes qui découvrent le milieu du rap et qui veulent en savoir plus et pourquoi pas avoir la possibilité de vivre de sa musique ensuite. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler sur comment t'as abordé le truc Pour du coup revenir sur le sujet de base, en tant que rappeur indépendant ou débutant, donc vraiment que tu connaisses rien ou bien que tu t'y connaisses un petit peu, il y a quelques compétences qu'il faut avoir justement pour bien manier son bateau et pouvoir avancer petit à petit dans cette industrie-là. Et ces compétences-là, donc, elles sont plus détaillées dans la formation. Justement, j'ai essayé de faire une formation qui est axe sur 5 ou 6 compétences clés. Donc, les 5 ou 6 compétences clés, donc, c'est d'abord tout ce qui est lié à la distribution, tout ce qui est lié à la production. Donc, la production, c'est trouver les prods ou commencer à avoir des pistes pour commencer à apprendre à les faire. S'enregistrer, le mixage, comment ça se passe, etc. Donc tout ce qui est lié vraiment à la création pure et dure du morceau. Même les paroles, la top line. Les paroles, la top line aussi, ouais, c'est vrai. Donc de A à Z, comment faire un morceau, parce que vraiment ça peut être un challenge au début, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait évoqué dans la formation ? On a évoqué toute la partie marketing. Donc la partie marketing, quel type de contenu, etc. On a évoqué aussi l'aspect qui peut être un petit peu challenging au début, parce que ça fait peur quand on voit un studio, etc. On se dit, il y a beaucoup de matos, je sais pas comment faire et tout. Donc l'aspect du matériel, des logiciels, tout ça. Donc quel matériel il faut pour faire sa musique à la maison, quel logiciel il faut, etc. Donc ça, c'est un aspect très important où je suis revenu vraiment en détail. Même comment faire les branchements, il y a des vidéos de moi qui branchent le matériel, etc. De simplifier le plus possible le truc, quoi. De simplifier le plus le truc et de montrer vraiment c'est pas sorcier. Voilà. Les matériaux à acheter, c'est ça. Les brancher, c'est comme ça. Les faire fonctionner sur son PC, c'est comme ça. Les logiciels à avoir, c'est comme ça et on les télécharge comme ça. S'enregistrer, on fait comme ça. Trouver la prod, on va là et là, etc., etc. Donc c'est vraiment des composés de A à Z.
de quelqu'un qui n'y connaît rien, qui va récupérer son matériel, qui va apprendre à faire du son, qui va apprendre à le distribuer, à le marketer, donc quel type de contenu, quelle vidéo, voilà, je réexplique plus en détail ce que j'ai un petit peu expliqué aussi au début du podcast. Et après, justement, sur des pistes d'ouverture de qu'est-ce que c'est la suite, voilà, toutes les compétences en réalité que j'ai un petit peu développées au début et justement sur lesquelles je reviens un peu plus dans la formation qu'on a fait en collaboration. C'est clair. Globalement, en fait, la formation s'appelle Devenir rappeur et c'est le guide complet pour créer tes premiers morceaux, les publier sur les plateformes de streaming, générer tes premiers milliers, voire dizaines de milliers de streams, comme on l'expliquait tout à l'heure, et générer ce qui en découle de l'argent, et pourquoi pas te projeter vers l'opportunité de vivre de ta musique en 2024. C'est ça, en 2024, 2025. Franchement, c'est un métier comme les autres où il faut être consistant, persévérant, et toujours continuer de bosser et d'avancer petit à petit, comme on le voit dans mon exemple ou dans n'importe quel exemple d'artiste qui a réussi. Voilà, moi je dis pas que j'ai réussi encore, voilà, j'ai des objectifs encore beaucoup plus hauts, etc., que j'espère atteindre, mais mais en tout cas, c'est qu'on avance palier par palier. Ça. Voilà, la montagne elle est haute et on met un pied après l'autre, et puis on avance parce que on a toujours cette envie d'avancer, il faut continuer. Le seul moyen de pas réussir dans l'industrie de la musique, c'est d'abandonner en réalité. Exactement, comme dans tous les domaines. Et puis là, le truc, c'est qu'avec le programme que tu as créé, ça permet à ceux qui vont pouvoir y accéder d'avoir toute ton expérience, tout ton parcours, d'éviter toutes les erreurs que tu as pu faire du coup. Donc c'est en même temps d'être un cheat code, en fait, c'est tu gagnes du temps, tu gagnes énormément de temps, et c'est de passer d'artiste 0 à 1 million, 2 millions de streams comme toi t'as pu le faire, bien et sûr. Du coup d'avoir tout ton parcours depuis que t'as commencé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Bien sûr, c'est ça qui est super intéressant. Et de manière décomplexifiée en plus, parce que on dit souvent que dans la musique c'est dur, qu'il faut avoir énormément de chance pour percer, mais tu peux vraiment vivre de ta musique sans pour autant percer au sens propre. Le témoignage de Yo, c'est plus que le résultat que les gens veulent atteindre, que les rappeurs veulent atteindre, et ouais, c'est super intéressant. Bien sûr, ouais. Comme en plus on a vraiment essayé de simplifier le truc. Voilà, il y a presque tout qui est pré-mâché, il y a des presets, il y a tout en fait. Donc pour expliquer rapidement, les presets en fait, ça va être des sortes de templates de mix par exemple, c'est-à-dire où en fait tu poses ta voix et en fait c'est déjà prémixé en fait pour pas que t'aies parce que on sait les rappeurs ils sont pas non plus ingé son, ils sont pas beatmakers, donc là vraiment dans la formation on t'apprend vraiment à créer des morceaux hyper propres, pratiquement professionnels, et en fait avec pratiquement aucun moyen et depuis ta chambre en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que vraiment le point fort de la formation qu'on a fait, c'est déjà de pouvoir faire du son en illimité. Déjà, pour quelqu'un qui est débutant, qui sait pas faire de son, sur cette formation-là, après l'avoir suivi tout simplement, toute sa vie, il pourra faire du son en illimité. Donc voilà, mec, tu suis la formation et après tu as 20 ans où tu as juste à faire du son. Ok, t'es pas le meilleur en promo et tout, mais tu peux faire du son en tout cas et t'as plus 1 euro à mettre pour faire du son. Exactement. Et en plus au niveau de la promo, on explique, il y a des modules complets juste pour expliquer on explique en plus comment la promo, tu génères tes streams. Donc voilà, normalement c'est du... J'ai essayé de la réfléchir en tout cas comme une formation que j'aurais bien aimé suivre à l'époque où j'ai commencé, tu vois. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un cheat code, parce qu'en fait on accède à tout ton parcours en une formation condensée, tu vois. Et après il y a pas de secret, faut bosser derrière, faut appliquer. C'est ça, si tu regardes la formation comme si c'était une série Netflix et que tu fais rien derrière, forcément t'auras aucun résultat. Par contre si t'appliques les processus, si t'appliques les méthodes que Yuo t'enseigne dedans, forcément au bout d'un moment t'as des résultats, quoi. Et il en est la preuve. T'en es la preuve. J'en suis la preuve, et même j'ai pu accompagner d'autres artistes au-delà de la formation, avant de la faire, etc. Ouais. C'est des choses qui marchent, que ça soit sur la production ou sur la promo. Franchement, il n'y a pas de secret. Maintenant, la formation, en plus, elle sera sûrement amenée à être mise à jour quand moi j'aurai développé de nouvelles compétences, que je serai allé encore plus haut. Et voilà, le temps que les artistes débutants commencent à avancer, la suite du parcours, je vais la tracer et je vais leur expliquer comment ça se passe et plus de détails, etc. Dès qu'ils auront fait 2-3 millions de streams, on espère pour eux. Ah ouais, carrément. Mais c'est totalement possible en plus. Ouais, c'est totalement possible. Pour revenir un peu au sujet du podcast, on parlait tout à l'heure que tu as collaboré avec plusieurs artistes, que tu as produit pour eux, etc. T'as produit pour qui ? T'as des noms un petit peu une anecdote, une expérience Ouais.
Et la prod, donc je t'ai dit, c'est le plus récent dans mon parcours. Donc au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à vouloir faire de la prod, tout simplement déjà pour avoir plus de contrôle sur ma musique, pour pouvoir faire mes propres prods, avoir mes propres sonorités, voilà, vraiment construire le projet que j'avais en tête de la meilleure manière qui soit. Et en même temps, ça a débouché sur certaines opportunités, parce que j'avais une compétence que je pouvais vendre justement à d'autres artistes, etc. Parmi ces artistes-là, donc un des premiers artistes qui m'a fait confiance, c'est Clem, du coup. Oui. Sur les prods, etc. Donc tu fais partie de son équipe proche maintenant. Voilà, c'est ça. Donc je fais partie justement en fait à la base de l'équipe de mon cousin Isma, donc qui est un beatmaker un peu plus reconnu, etc. Qui lui fait ça depuis plusieurs années. Gros big up à toi Isma d'ailleurs. Gros big up à Isma. Et donc via Isma, j'ai eu l'occasion justement de faire mes preuves auprès de Clem. Il m'a écouté, il a regardé ce que je pouvais faire, etc. Il a bien accroché. Et puis donc j'ai commencé comme ça. Et puis après de fil en aiguille, là je travaille toujours avec des artistes intermédiaires. En développement, plus ou moins connus, et à qui je propose mes services, à qui on bosse sur des projets. Et voilà, tous les vendredis, il y a des projets avec mes prods qui sortent en même temps du côté artiste. Voilà. Ok, sympa. Et du coup, ça prouve que tu as les compétences, vu que tu travailles avec des artistes indépendants. T'as bossé avec plus d'une centaine de petits artistes. Alors, au total... Parce que j'ai vu sur la plateforme, tu as énormément d'avis clients positifs. Au total, depuis ces 4 ans, où en même temps d'être artiste, je propose des services alternatifs, etc. Donc, que ça soit de la top line ou de la prod ou autre. Ou de l'écriture. Même un petit peu de mixage, de l'écriture, tout. Je crois que j'ai travaillé avec plus de 300 artistes au total. Donc, ouais, c'est énorme. Intermédiaires, petits, gros, franchement, voilà, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Et que ça soit sur les volets production ou promo, hein. Il m'est arrivé de faire de la promo, des plans promo pour des artistes, donner des idées créatives, etc. Donc ouais, je commence à avoir une certaine expérience et une certaine vision de ce que les artistes débutants ou intermédiaires ont besoin et les comprendre en tout cas dans leurs besoins. Ok. Bah écoute, est-ce qu'il y a un mot de la fin ? Est-ce que tu voudrais faire passer un message ? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour clôturer ce joli podcast ? Et en tout cas, je souhaite remercier ceux qui sont arrivés à la fin de ce podcast. Remercier ceux qui vont peut-être aller voir la formation, la suivre, etc. N'hésitez pas vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui répond pas aux DM, etc. Donc, si vous voulez m'envoyer un petit DM, me donner vos retours. Il y aura tous les liens dans la description, de toute façon. Voilà, sur la vidéo, sur la formation, il y aura les liens dans la description. Si vous avez des questions sur des choses que j'ai évoquées, mais pas assez pour vous, ou peut-être des questions plus précises, etc. N'hésitez pas à venir me les poser. Ou même des questions sur le programme Devenir rappeur. Oui, voilà, des questions sur le programme, qu'est-ce qu'il comprend, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis après, je vous invite à écouter mon projet qui sortira dans quelques semaines. Je n'ai pas encore dévoilé la date, mais justement, c'est ce projet-là sur lequel je bosse depuis presque 2 ans. Et donc, j'espère qu'il vous plaira. Donc, voilà, c'était mon mot de la fin, c'était Yuho, et du coup, j'étais avec Romain de Montmorin. Merci à toi, Yuho. Merci. Et nous, on se retrouve du coup pour un prochain podcast dans quelques semaines. Et on se retrouve également sur Instagram, moment.rap. C'est là où je partage tous mes conseils rap, avec Yuho notamment, où je parle de rap, l'actualité du rap, etc. Donc il y aura tous les liens dans la description. Si vous voulez rejoindre Devenir rappeur dès maintenant, c'est totalement possible. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Et puis, big up à vous et on se retrouve dans un prochain podcast. Salut tout le monde. Salut.